Et salut! Comment ça va la vie? Comment ça va la vie? Moi ça va super bien. Moi ça va super bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Pour qu'on parle, voilà, on rigole pas. Hein. On rigole pas. Hein. Moi c'est ce que je vous promets là, aujourd'hui. C'est des preuves de la réincarnation. Excusez-moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Selon les vidéos, on va avoir des preuves de la réincarnation. En vrai, je suis pas... Je suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'on va rien apprendre. Je crois qu'on va se rendre compte que ça existe vraiment pas. Mais, voilà. Ayons l'esprit ouvert. Surpris. Peut-être. On a plein de vidéos pour ce matin. 3 minutes pour comprendre la réincarnation. Voilà, donc déjà on est un peu les bases. Comment connaître sa vie antérieure? Sans lien. Vraie preuve de la réincarnation. Alors là, tout le temps, tout le monde parle de cette Dorothy Eddy. On va voir ce que c'est en fait. Entité interdimensionnelle, témoin du multivers. Alors voilà, là, moi ça, voilà. C'est là où, déjà que la réincarnation de base, je suis pas super convaincu. Là, ça a l'air super. Et 5 signes que vous êtes en fin de réincarnation. Et ouais, parce que ce qu'on veut, nous, c'est savoir quand est-ce que c'est fini, quoi. Quel enfer. On est là, on est en vie. Et en plus, on doit partir... Enfin, pas possible. Bon. Moi, j'ai envie qu'on se mette dedans. Là, vous n'êtes pas habitués, vous êtes en mode waouh, mais attends, il n'y a pas d'intro de 20 minutes? Non. Parce que j'ai hâte, en fait, qu'on découvre des trucs. C'est ce qui va se passer, hein. On va découvrir des trucs. Moi, voilà, juste, j'y crois pas du tout. Mais du tout. Après, j'ai pas de preuve que ça n'existe pas. 3 minutes pour comprendre la réincarnation. Le principe même de la réincarnation, c'est la migration d'une âme d'un corps physique vers un autre corps physique. Ok. Donc ça veut dire qu'on part du principe que les corps, ils ont une âme, et que nous, en fait, notre corps ne serait qu'un robot, quoi. Pourquoi? Parce que l'être humain est face à des peurs, face des fois à des traumatismes, à de la culpabilité, à tout un tas d'émotions qui fait que, eh bien, il n'arrive pas forcément à aller au bout de sa mission. La réincarnation a pris énormément d'importance en Grèce antique, notamment à travers ce qu'on appelle l'orphisme. L'orphisme? Ah merde, attendez, c'était pas assez fort pour On dit Orphée, puisque c'est Orphée qui enseignait que l'âme et le corps, en fait, sont unis par un espèce de pacte, mais un pacte... Ouais, mais du coup, c'est quand même la croyance de ce truc de ces deux choses qu'on a réunies, mais c'est deux choses à la base distinctes, quoi. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à croire que... que l'âme, ça n'existe pas tant, et qu'en fait, tout n'est que impulsion électrique dans le cerveau, quoi. Je suis plutôt team pas fun. Ouais, un peu. Qui est déséquilibrée, qui est inégale, puisque l'âme chez Orphée est divine, immortelle, qu'elle aspire spontanément. Ça aussi, j'ai du mal avec ce truc de c'est immortel, c'est là pour toujours, alors qu'il n'y a rien qui est là pour toujours. Même les trous noirs, ils meurent. À la liberté, tandis que le corps, lui, est une sorte de prison qui enchaîne justement l'âme et la rend prisonnière. La mort vient dissoudre ce pacte, vient libérer l'âme, et l'âme va... Tu sens quand même dans ces croyances-là comment la chrétienté, je trouve, il y a un poids qui s'est posé dessus, parce que c'est très, les gentils, les méchants, les biens, les pas bien. Et bon. Vagabonder un certain temps, et d'ailleurs les âmes damnées ne retrouvent pas d'incorporation. L'âme se réincarne donc également dans tout type d'être,
ça peut être les animaux. Et ce qui est très important, c'est Mais du coup, on peut pas. Est-ce qu'on peut être réincarné en extraterrestre venu d'une autre planète? Parce que l'âme, ça marche sûrement pas que sur la Terre, non? que dès le 6e siècle avant C'est pour ça que l'autel nous parle de multivers, ça se trouve dans 3 vidéos là. Jésus-Christ, c'est qu'il y a une valeur éthique dans la réincarnation. C'est-à-dire que l'âme se réincarne en fonction de sa valeur éthique. Ça, pareil, je crois que ça n'a pas de sens. Enfin, en fait dans ma tête, j'ai du mal parce que je suis en mode, ça sous-entendrait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui juge nos actes. Mais c'est tellement un truc d'humain pour moi. En fait, c'est ce que j'ai du mal avec les croyances comme ça. C'est que la plupart du temps, je suis en mode, mais c'est tellement une logique d'humain. Genre, ça fait comme si c'était des humains qui avaient inventé ça. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je suis en mode de, mais même la nature n'a pas ces codes-là. Il n'y a que les humains qui ont ces codes-là. Et ce serait bizarre. Genre t'as 7 chakras. T'as un chiffre précis. Comme par hasard, situé à des endroits. Enfin, je trouve ça très. Ouais, très humain. Franchement, si tout l'au-delà, là, tout ce truc-là, c'est basé sur des règles comme ça, franchement, c'est un peu déceptif, quoi. C'est pas très. Je sais pas. Même la nature avec l'évolution, il y a plus de fun, quoi. Quand on parle de la réincarnation, il ne faut jamais oublier qu'il y a l'entre-deux-vie. L'entre-deux-vie, c'est le passage inévitable. Et pourquoi on aurait besoin de se réincarner? En fait, pour moi, c'est un truc en fait, que j'ai encore plus de mal à comprendre dans le sens où, genre, le fait de croire au fait que quand on meurt, il y ait un paradis, je comprends, ça nous rassure. Mais ça rassure rien. C'est terrorisant, non? C'est-à-dire que ma vie, en fait, on s'en fout, c'est une vie parmi 1000. Alors, je préfère me dire, ma vie, on s'en fout, puisque de toute façon, enfin voilà, j'ai une existence. Le moment où mes photons dans mon cerveau, ils arrêteront de marcher, et ben super, je serai enfin libéré de cette vie. Et au revoir. Mais est-ce que ça participe pas au fait un peu de se sentir unique? En mode, ah non, mais je suis pas juste un être humain parmi tant d'autres qui va crever et qui n'aura servi à rien dans ce monde. J'ai été le chaînon de toute une existence. Avant de venir s'incarner. Et dans l'entre-deux-vie, l'âme continue de travailler. Oh non! Oh non! Même dans l'entre-deux-vie! Non, ça, franchement, ça casse les couilles. Dans la France de Manu Max, même dans l'entre-deux-vie, il faut... Eh bien, l'âme, avec ce qu'elle a compris, ce qu'elle a pu travailler, bien sûr, elle va revenir avec l'amnésie de la réincarnation, mais aussi des rémanences, des réminiscences qui vont à un moment donné s'installer très jeune chez l'enfant ou le jeune adulte, et même en tant qu'adulte. Pareil, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le processus a l'air d'être un peu divin, quand même. En mode, tu meurs, et il y a un truc qui fait que ton âme... elle passe d'un corps à l'autre. En termes de... Tu sais, si c'était un personnage Marvel, c'est quand même un pouvoir assez cheaté, tu vois. Je trouve que c'est assez fort. Plutôt balèze. Mais du coup, il ferait les choses à moitié? Ah, on t'a effacé la mémoire, pas tout. On a un peu merdé. Après, c'est comme la voyance. C'est-à-dire qu'en fait, on va sûrement le voir sur les cas qui suivent, mais c'est toujours des trucs où... Moi, j'ai un cas en plus dans ma famille de personnes où on a cru que. Enfin, pardon, certains croient qu'il y a une réincarnation. Mais enfin, c'est l'équivalent de dire bonjour, je suis mon papy. Un jour, je suis allé au PMU avec des amis et j'ai rigolé. Et que les gens fassent waouh, mais tu y étais ou quoi? Mais je crois que c'est surtout une question d'espoir. Mais je trouve ça bizarre parce que du coup, la personne qui est comme ça, t'es en mode, mais elle vient un peu. Je sais pas. Comme si son identité, elle était un peu sous-estimée parce que avant tout, elle est la réincarnation de telle personne. Je sais pas si vous voyez. Parce que les réminiscences s'installent. Elles s'installent comment? C'est très simple. La rencontre de quelqu'un, aller sur un lieu, une émotion, une sensation, qui d'un seul coup peut dire tiens, j'ai l'impression que, ou j'ai le sentiment. Oui, mais ça. Bon, les sentiments de déjà vu, quoi. Que. Comme les gens qui parlent à leur ange gardien, je me demande si. Est-ce que c'est comme quand juste tu te parles dans ta tête? Parce que. En fait, moi, ce qui m'emmerderait, c'est que je pourrais vachement plus y croire si les expériences qu'on faisait depuis la nuit des temps, elles marchaient. Ce qui m'emmerde, c'est que
T'as beau entendre l'histoire d'un pélo au fin fond de la Sibérie qui a des pouvoirs de fou, ok, mais des centaines de milliers de fois, on a fait des expériences et il n'y en a une, pas une seule qui a marché. Jamais. Ouais, c'est ça qui me fout les boules. Parce que limite, je préférerais que, voilà, il y ait des trucs. Mais à chaque fois, non. Et à chaque fois, les gens qui disent qu'ils ont des pouvoirs de fou demandent des trucs un peu vérifiables, ça marche pas. Mais merde. Merde. Genre, les gens qui parlent aux personnes mortes, aux personnes décédées et tout, ils sont en mode, voilà, ils peuvent pas dire des trucs précis. Je comprends pas pourquoi, mais est-ce que s'ils peuvent parler à la personne, pourquoi ils peuvent pas... Mais, ok, ok, ok. Je peux... Voilà, ok, il y a des règles différentes. Il suffirait de faire une expérience toute simple qui a été faite 1000 fois. C'est, tu montres 100 photos de gens à la personne qui pense pouvoir parler aux morts, et tu leur dis juste, voilà, pour chaque personne, est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte? Parce que ça, c'est un truc systématiquement, ils ont l'air de pouvoir savoir. Bon, bah, systématiquement, d'accord. Systématiquement, ça marche pas. C'est même pire que ça, ils font des groupes contrôle, vu que c'est des vraies expériences scientifiques, ils font des groupes contrôle avec des gens qui disent au hasard, et souvent les gens au hasard ont des meilleurs scores que les voyants. Mais ce qui est terrible, c'est que les voyants qui ont fait ces expériences, qui sont souvent renommés, ça leur empêche pas de continuer. Parce qu'ils disent, ouais, mais non, voilà, attends, là, c'était les scientifiques qui m'ont angoissé aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Parce que plein de trucs auxquels on doutait à l'époque, genre l'hypnose, pendant très longtemps, c'est quand même ce qui fait que la communauté scientifique, elle a continué de s'y intéresser pendant un moment, parce qu'il y avait quand même des trucs troublants, quoi, avant que ça devienne une vraie discipline. Bon. C'est compliqué, parce qu'en fait, ça fait depuis au moins 1000 avant Jésus-Christ que t'as plein de penseurs qui essayent de chercher la vérité de ça. C'est même pas qu'ils essayent de démontrer que c'est pas vrai, c'est qu'ils essayent de prouver que ça l'est et qu'ils n'y arrivent pas. Et je comprends, ça a l'air tellement bien qu'il y a de la magie. En fait, Je comprends. quand l'âme se réincarne, c'est parce qu'il y a un sens par rapport au lieu géographique, par rapport à la mission que la personne doit accomplir, par rapport aux personnes qu'elle doit rencontrer. La mission. T'as une mission de vie. Ça aussi, en vrai, c'est des biais. Moi, j'avoue que je crois qu'on sert à rien. Je crois que ce serait dans mon truc, ce serait. Je respecte tout à fait le fait que vous puissiez croire ça et voilà. Hein, vous pouvez tout autant me dire que j'ai aucune preuve du fait que c'est pas vrai et c'est vrai. mais mais c'est vrai que je crois qu'on sert à rien quoi. Je crois que c'est vraiment se prendre pour quasiment Dieu que de croire qu'on sert à quelque chose. C'est en mode ah non, non attends je ne peux pas juste exister. Il faut que j'ai un sens. Il faut que tout ça ait un but. Alors que peut-être pas. Peut-être. Peut-être qu'on sert à rien. Une américaine, Wendy, son fils avait tout le temps peur de l'eau. Et puis un jour, elle emmène son petit garçon de 4-5 ans sur une plage de surfeurs à Hawaï. Et là, il lui dit, maman, à cet endroit, quand j'étais plus grand, je suis tombée à l'eau. Je me suis mis à voler, donc on comprend qu'il s'est noyé, qu'en fait, apparemment, il a vécu une expérience de mort imminente, une MDE. Quoi? Attends, franchement, même mes potes qui croient, franchement, leur histoire, elles sont plus convaincantes que ça. Oula. Quoi? Quand j'étais plus grand, je suis là, je me suis mis à voler. Donc c'était un enfant qui dit des histoires. Donc ça veut dire qu'il a vécu une expérience de mort imminente. Ah, la science. Il a dit après, je suis revenu. Et à partir du moment où il avait raconté ça à sa maman, il n'a plus jamais eu peur des vagues. Pardon si c'est le... Ah. En fait, c'est pas que je crois pas les témoignages, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est juste le fait que ce soit la preuve. Il y avait peut-être d'autres explications. Vous savez, c'est le truc de Newton et la gravité avec la pomme. C'est en mode... Putain, je vais vous raconter l'anecdote super mal. Mais en gros, le man... je vais trop vous le raconter n'importe comment, mais en mode... Il est arrivé, il a fait... hop, il a droppé la pomme. Il a fait, voilà, hop, là, je vous démontre la gravité. Il y a plein de gens qui ont douté de ça. Mais on n'a rien trouvé d'autre pour expliquer ça que ça. Puis maintenant, il y a eu plein d'autres... ça, c'est vrai que j'ai 2-3 autres idées.
d'explication. A priori. Lorsque l'on se réincarne, on peut recommencer les mêmes erreurs. Parce que comprendre n'est pas guérir. Donc on peut recommencer les mêmes erreurs. Le but, effectivement, c'est de progresser, d'avancer. C'est aussi là, en ce sens, que la réincarnation est intéressante. D'un point de vue philosophique. Ouais. Voilà, c'est même pas une chance. C'est la progression de l'âme. Reprenez l'ouvrage là où vous l'avez laissé. Reprenez l'ouvrage. Pardon. Lorsque l'on se réincarne, on peut recommencer les mêmes erreurs. Parce que comprendre n'est pas guérir. Donc on peut recommencer les mêmes erreurs. Le but, effectivement, c'est de progresser, d'avancer. C'est aussi là, en ce sens, que la réincarnation est intéressante. D'un point de vue philosophique. Ouais. Voilà, c'est même pas une chance. C'est la progression de l'âme. Reprenez. Donc, si on retient bien, quand on est mort, on doit recommencer, enfin, on doit refaire les trucs qu'on a mal fait avant. Oula. Avant qu'on soit mort, en fait. Avant qu'on soit mort. Et on doit les recommencer pour mieux aller après, je suppose. Ah, ça tient pas ce pitonio, là. Mais du coup, le truc, c'est que puis-je faire? Que puis-je faire pour arrêter de me... Enfin, en fait, le but, c'est quoi? C'est d'arrêter de se réincarner ou de se réincarner à l'infini? Parce qu'en soi, il y a quoi après la réincarnation? C'est le paradis? Parce que sinon, autant se réincarner en boucle. C'est plus fun de vivre que de rien, qu'il se passe rien, non? Je sais pas. En vrai, débat. En vrai, ça dépend des gens. Bon, Babylon Musk, Jean Laval. Comment connaître sa vie antérieure? Ah, on n'en aurait qu'une? Je comprends plus rien. Comment connaître sa vie antérieure? C'est un personnage qui m'amuse, on va dire. Mais voilà, c'est un sacré personnage. Je trouvais pas qu'on dirait un peu Elon Musk, mais en babos? C'est Babylon Musk. Alors, ce que je m'apprête à te partager va peut-être te choquer. Parce que quand on ouvre les yeux sur la réalité... Il commence à nous insulter. Voilà, gros fils de pute de merde. Pardon. J'aurais peut-être pas dû dire des gros mots comme ça. Il y a des choses que l'on pensait, elles s'avèrent vraies. Il y a des choses que l'on pensait, elles s'avèrent fausses. Quand on est fermé d'esprit, on ne veut pas recevoir des idées contradictoires. Alors ça, c'est un truc qui me frustre aussi beaucoup. Quand des trucs se passent pas, on me dit que je suis fermé d'esprit. Alors que vraiment premier degré, non. Vraiment pas. Je suis même premier degré. Moi j'ai participé à beaucoup de trucs d'ésotérisme et tout. Parce que je vous jure de toute mon âme que je veux être convaincu. Et à chaque fois on trouve des excuses en me disant mais non, c'est parce que t'as fermé tes chakras, t'es pas prêt au fond de toi. C'est bizarre, tu me dis ça quand ça marche pas. C'est marrant. Et après, des fois, j'ai été un peu coquenard. Des fois, j'étais un peu salopard. C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, que on me fasse de la voyance et on me dise Kaz, tu crois en Dieu? Je fais ouais, ça se voit. Il y a un vrai lien avec lui, hein, avec tout ce qui représente. Tu pries souvent, non? Je fais ouais, je le vois. Jamais de ma vie, voilà. Ce n'est jamais arrivé. Le truc, c'est que enfin, je pouvais pas, je pouvais pas faire parce que ça ferait moi un peu un salopard. Donc, elle a juste parlé pendant 10 minutes à dire que des trucs qui... Je sais pas quoi. Mais ce qui était terrible, c'était que dans le groupe d'amis, elle était vue comme, tireur de cartes et tout. Elle gère, vrai pouvoir, depuis des générations. Mais là, bizarrement, vu que je lui ai pas dit que de base j'y croyais pas, elle m'a pas dit que mes chakras étaient fermés. Au contraire, même elle m'a dit que... Enfin bon, je crois que même dans la plupart des gens qui ont cette croyance-là, il y a la notion du fait qu'il y a beaucoup de gens qui bullshit, quoi. Comme tout, en fait. Hein. Quand on est ouvert Il y d'esprit, a bien des scientifiques qui... Enfin, il y a bien des escrocs qui se font passer pour des scientifiques. Donc, bon. on accepte ces nouvelles idées et après on peut se mettre à les questionner et penser ou pas qu'elles sont vraies. Ouais. Donc selon moi, le concept
de vie intérieure, de réincarnation est complètement faussé. Oui, je pense, sincèrement, qu'il y a une réincarnation Ok. et que l'on a eu plusieurs vies antérieures. Oh, ce serait quoi votre vie antérieure? Même les gens sur YouTube, là, ce serait quoi votre vie antérieure? Non, parce que c'est vrai truc. Est-ce que c'est... Ouais, non. Est-ce que c'est ce qu'on pense que ça aurait été? Ou est-ce que c'est ce qu'on pense que ça aurait dû être? Mais pas Moi, j'aurais voulu être un insecte. de la manière dont les gens le conçoivent. Parce que, en observant les faits, les statistiques, c'est strictement impossible que l'on se réincarne en être humain. Le problème dans ce concept, Ah, attends, ça peut être intéressant, parce que lui, il est en mode si, quand on se réincarne, c'est de manière aléatoire dans autre chose, statistiquement, c'est impossible qu'on se réincarne en humain. C'est vrai, ça? Statistiquement, on devrait tous être des fourmis, non? avant toute chose, c'est que quand on parle de connaître ses vies antérieures, les gens veulent se souvenir des vies antérieures qu'ils ont vécues en tant qu'humains. Si tu observes la croissance des humains, c'est strictement impossible que du moins chacun d'entre nous se soit réincarné en humain. Alors ça, j'en ai strictement aucune idée s'il y en a qui se réincarnent en humain ou pas. Une chose est certaine, c'est que tout le monde ne se réincarne pas sous une forme. C'est fou de mettre un truc très logique dans un truc qui dit qu'en gros, notre âme, elle change de corps. C'est complètement accepter ce truc-là qui est quand même un gros truc quand même, hein, c'est quand même pas mal. Mais te remettre en question, tu fais, ah non, mais par contre, mathématiquement, ça marche pas. Physique en termes Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a des animaux. Ça peut être un lien, peut-être même la réincarnation et le lien avec les animaux. Tu te sens plus proche parce que ça a été toi un jour. d'humains. Sinon, on ne serait pas près de 7 milliards, on serait près de 30 milliards. On est Parce 8 que la milliards. courbe ne serait pas croissante, elle serait exponentielle. Donc ce concept de vouloir absolument chercher à connaître une vie antérieure, Ah, du coup, pour les animaux aussi. Alors, t'as donné un super argument, mais du coup, pareil, pour les animaux, ce serait exponentiel, donc c'est pas le cas. que l'on a eu en termes d'humains, sous cette forme physique, est Ah, ça se trouve qu'on a été des moucherons de merde, père des moustiques. complètement éloigné de la réalité. Et toutes ces personnes qui vont dire oui, ben on a pu avoir d'autres vies antérieures sous forme d'animaux par exemple. C'est un concept qui semble légèrement plus plausible. Cependant, tu ne pourras pas vraiment Pardon, je crois que c'est trop le fait que je crois en rien, mais le fait qu'ils disent se réincarner en animal, c'est plus plausible. Voilà. Non, mais évidemment, enfin, te souvenir dans mon esprit, ça sonne rigolo. d'une vie antérieure parce que le concept mental de la mémoire n'existe pas chez 90% des animaux. Je vais demander à un humain quand même. Salut, il y a un babos qui vient de me dire qu'il y a 90% des animaux qui n'ont pas de concept de mémoire. Pourtant, j'avais l'impression que quasiment tous les animaux avaient une mémoire, non? Même les insectes, non? C'est une affirmation un peu grosse. En fait, la plupart des animaux, même les insectes, possèdent une forme de mémoire. Par exemple, les abeilles se souviennent des lieux de butinage et certains oiseaux cachent de la nourriture et la retrouvent plus tard. La différence réside dans la complexité de cette mémoire et sa capacité à stocker des informations sur le long terme. Mais dire que 90% des animaux n'ont pas de mémoire, ça semble vraiment exagéré. Tu sais d'où son propos venait ? Tu peux continuer, Babylon Musk. C'est pour ça qu'on dit que l'humain est un animal triste. On dit que l'humain est un animal triste? C'est vrai? Mais est-ce qu'on n'est pas triste parce que... Parce qu'on est seul? Non, mais parce qu'on réfléchit, non? C'est pas ça? Parce qu'il a développé le mental qui lui permet d'interpréter toutes les choses. Je crois que les animaux aussi peuvent être tristes, non? Bah, enfin, je sais pas. Mais... Ça me semblerait pas étonnant que, je sais pas, une vache qui est séparée de ses copines vaches, bah, elle est triste, non? Je sais pas. J'ai conscience qu'il y a quand même une diff entre les humains et les animaux, mais je veux dire, il y a quand même une perception. Je sais pas.
C'est quand même des êtres complexes doués de sentiments, non? Alors que les oiseaux, les fourmis ou la plupart des animaux, des mammifères sur cette planète sont juste là dans le présent. Ils ne sont Mais il peut être dans le présent et être pas bien. Ah, c'est fou, parce que, je sais pas, je connais pas grand-chose en animaux, ça se trouve que je dis vraiment de la merde, mais j'ai l'impression que c'est pas... Les fourmis, j'en sais rien, mais enfin, les oiseaux peuvent pas être tristes. pas là en train d'interpréter, de penser, de se souvenir. Ils sont juste là chaque jour. Oui, mais ils ressentent quand même. Même s'il n'y a pas la planification, si tu veux, peut-être au niveau d'un humain, et encore, je sais pas. Il y a quand même le ressenti, quoi. En étant présent, dans l'instant. Ils se préoccupent pas de il est quelle heure, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Est-ce que j'ai déclaré mes impôts? Pensez à déclarer vos impôts, c'est bientôt fini, c'est peut-être même déjà fini. Ils font ce qu'ils ressentent, qu'ils doivent faire dans l'instant. Par ce fait, il n'y a pas cette dynamique de souvenir, parce qu'il n'y a pas ce stockage mental tel que nous, on l'a en... Bah, du coup, c'est full faux, quoi. C'est full faux. Mais moi, je peux parler qu'au fait par rapport aux chats, parce que je connais que les chats, mais enfin, je sais pas. Moi, quand mon chat saucisson, il était séparé de son frère, il était pas bien, genre il sortait plus et tout. Euh, j'ai conscience qu'en tant qu'humain, on surinterprète pas mal peut-être le comportement des animaux qui vivent avec nous. Mais bah, t'as un chat qui sort tous les jours, il est séparé de son copain, il sort plus, il mange plus. Bon, il a l'air d'être triste quand même, non? termes d'humain. Donc même s'il y aurait eu des réincarnations d'animal à humain, on ne pourrait pas se souvenir de notre vie en termes d'animal. C'est une salope la réincarnation, c'est-à-dire, elle te fait vivre plusieurs vies, mais tu peux pas te rappeler de tes vies d'avant. Bah, merci, peut-être tout l'intérêt pouvait être là. Super. Parce qu'il n'y a pas ce concept de mémoire chez les animaux. On vient de dire 3 fois que si. Où il y a le passé, le présent et le futur. Il y a uniquement Ouais, mais... présent. Bah, ouais, non, du coup, on a dit... C'était long, là. Ça, si je vous mets comme ça, Donc, vous êtes à l'aise? cette idée de chercher à se connaître et toutes ces personnes qui veulent te partager des choses sur ta vie antérieure, etc., c'est pas basé sur une réalité. Cette énergie qui est en nous, qu'on arrive à C'est pas basé sur une réalité. Intéressant. ressentir et qui nous permet, même en fonction de ton état de conscience, pas juste de l'observer, mais d'observer ce qui observe. En fait, il y a D'observer ceux qui observent. différents niveaux dans la méditation. Parfois, certaines personnes vont Ah, d'observer ceux qui observent en mode Dieu? parler d'observer tes Un peu. pensées. Il y a de grandes chances que tu plonges dedans plutôt que tu les observes. Donc ça peut être bien d'observer un autre point et de voir les pensées émerger. Mais après, Ouais. une chose que tu peux faire, c'est d'observer ce quoi qui observe les mouvements de la pensée. Il faut que j'observe celui qui observe les mouvements de la pensée. Et qu'est-ce que cet observeur de l'observeur des pensées? Observateur, non? Observeur? Ok. Certaines personnes vont l'appeler source, certaines personnes vont l'appeler Tao, certaines personnes vont l'appeler énergie, Moi, je l'appelle Michel. certaines personnes vont l'appeler conscience divine ou peu importe le nom. Ah. C'est-à-dire qu'on part du principe que le divin, c'est une conscience? Une conscience divine? Ouais, mais après, c'est là que ça me perd. Enfin, ouais. En fait c'est là que c'est trop large. Parce que... Ouais, c'est un peu les mêmes problématiques qu'avec Dieu. Il y en a qui pensent qu'il a quand même une influence aujourd'hui, alors qu'il y en a qui pensent qu'il a posé les trucs, il a fait hop là, et voilà, allez. Peut-être c'est pareil pour ça. J'avoue, j'ai du mal à croire, genre une espèce de truc réfléchi, qui réfléchirait. Je vois plus ça en mode comme la nature avec un grand N. Tu vois, une espèce de, bah, il se passait un truc. Une fois que le truc il s'est passé, c'est l'aléatoire, c'est une réaction en chaîne même en fait. nom qu'on veut le définir, en nommant cette chose, on la minimise. Donc déjà, En nommant cette chose, on la minimise. Ah oui, genre la conscience collective, enfin tout ce qu'il disait, genre comment tu l'appelles. Ah, parce que c'est bien plus grand que ça. Ouais, c'est un peu sacré. Genre. c'est quelque chose que l'on ne peut pas nommer. Ça se trouve que je suis grave blasphématoire, non?
Je sais pas. J'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas le droit de mal parler des religions, mais qu'on peut dire que ça, en mode, c'est des gros bouffons qui croient à ça. C'est pas ce que je crois, moi, hein. Je crois que vraiment, chacune... C'est vos croyances personnelles, genre, c'est important que vous en ayez, c'est important que vous en soyez potentiellement fiers et tout ça. Euh, Moi, je veux pas être blasphématoire ou quoi, juste, je le traite comme je pourrais traiter une religion, en mode, bah voilà, on échange nos avis, quoi, en fait. On a juste une certitude parce que beaucoup de personnes l'expérimentent. On ressent qu'il y a quelque chose en nous qui est outre la forme physique. Non. Non. Même quand j'ai pris des bonbons magiques, j'ai ressenti ça, surtout ressenti que mon cerveau était à l'envers, quoi. Mais... Qui n'est pas juste basé sur le battement du cœur ou les oreilles. Putain, mais j'aimerais trop, moi j'ai jamais ressenti, ça m'est jamais arrivé d'être en mode, ah là là, je suis plus grand que moi. Par contre, ça m'est déjà arrivé de me dire, putain, on est uniquement un cerveau qui flotte dans de l'eau, et en fait, notre corps, tu vois, ma main, c'est pas moi. Moi, en soi, je suis que mon cerveau. C'est ce qui représente tout. On pourrait créer théoriquement, l'expérience de pensée, un cyborg où on aurait tout coupé sauf mon cerveau, et ce serait moi. Alors que si on garde tout le reste sauf mon cerveau, je crois que c'est pas moi. Vous voyez? Comme si notre cerveau était sur un exosquelette fait de chair. Un peu dégueu de voir ça comme ça, non? Organes qui nous composent, mais il y a quelque chose ça me en dégoûte. nous qui est plus grand que ça et qui est connecté au reste. C'est pour cela qu'on peut ressentir les émotions d'une personne sans même la regarder. Sans même la regarder. Ah, comment tu fais? Ah oui, oui, parce que t'es connecté au grand divin. Ah oui. Sans la regarder, c'est quand même dur. Donc là, c'est-à-dire que moi, je te dis, ok, parle-moi de Christine Chevalier. Tu vas me dire comment elle se sent? C'est pour cela qu'on peut ressentir l'énergie d'une personne juste en étant dans la même pièce qu'elle. Puis parce qu'il y a ce champ. Mais non, c'est pas... Ouais. Moi, je crois pas que c'est le champ électromagnétique des énergies, du magnétisme. Je crois juste que le cerveau humain, il interprète plein de trucs. Et que quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a un mood de merde, bah, tu le ressens parce que y a plein de micro-éléments que tu pourrais pas nommer, mais qui se ressentent. Le silence, le ton de la personne, les micro-expressions de son visage. Littéralement, ce qu'ils font pour la voyance, quoi. Genre, la voyance, ils utilisent vachement ça. Comme le mentalisme, en fait. En mode, c'est les micro-expressions, les légers tons dans ta voix. Je crois pas que... Électromagnétique J'en sais rien, en fait. Ça se trouve que je suis un ignorant. qui se diffuse. Mais cette chose, Il fixe vraiment droit dans les yeux, quoi. Ce serait gênant, hein, si je faisais tout un stream où... Ah là, à chaque fois, je vous parle comme ça. Tu vois, là. Alors, on est là. Même moi, je me sens, tu vois, un petit peu shy, là, à force de... Non, vous avez gagné. Vous avez gagné. Je me suis vu dans le retour, même moi, j'ai badé. ne meurt jamais. Elle est là, présente, elle est même présente dans l'environnement. C'est pour cela que tu vas dans une pièce, tu te sens bien, tu vas dans une autre pièce, tu te sens moins bien. Attends, mais pourquoi j'irais dans une pièce et que je me sentirais pas bien? J'ai pas compris. Elle est même présente dans l'environnement. C'est pour cela que tu vas dans une pièce, tu te sens bien, tu vas dans une autre pièce, tu te sens moins bien. Ah ouais? C'est pas parce que, genre, je sais pas... c'est joliment décoré, il fait chaud, il y a des gens que j'aime bien. J'ai des bons moments dans cette pièce et pas dans une autre. Il y a une pièce qui représente des trucs agréables à faire dedans, l'autre non. Non, c'est l'énergie. Il y a une énergie qui est constamment Mais dans les pièces, mais pas dans les forêts, genre. Il n'y a pas des zones dans la... Ah, bah si. Pourquoi spécifiquement dans des pièces? là. C'est-à-dire que l'univers, il aurait été créé, tu vois, truc... Ouah, tu vois, d'une infinité. Et l'énergie, ça aurait quand même un impact sur... Genre ta salle à manger. Enfin, on pourra me dire, la physique quantique, elle marche bien dans ta salle à manger aussi. Mais... D'où provient cette énergie? On ne sait pas trop pour l'instant. Une chose est sûre, c'est que cette énergie se transforme et se déplace. Comment on peut savoir ça? Attends, parce que là, moi, du coup, je trouve ça intéressant. Il dit, voilà, on ne sait pas encore pourquoi il y a cette énergie et tout. Ok. Ensuite, il dit ça. C'est-à-dire qu'on sous-entend que ça, on sait pourquoi.
Mais je me demande si l'énergie, parce que les gens disent l'énergie, c'est comme le magnétisme ou tout est fréquence. Tout est fréquence. Pour moi, c'est des gens qui ont genre mal, enfin, je le vois comme ça, hein, qui ont mal interprété leur cours de physique. Quand on leur dit, voilà, oui, tout émet quelque chose. N'importe quel caillou émet quelque chose. L'exemple débile, tu prends un caillou de merde et tu dis, voilà, bah, tu peux calculer la longueur d'onde de ce qui renvoie, machin. Et ils ont fait, bah voilà. Bah voilà. En plus, on nous a dit, les fréquences, ça a de l'influence sur les atomes qui sont à côté. Donc, bah voilà. Et toc. Et c'est pas faux, mais c'est une extrapolation énorme du coup d'être en mode, ah bah du coup, maintenant que j'ai ce caillou, ça va attirer la chance. Parce que tu pourrais avoir n'importe quel autre caillou, ça ferait pareil. Du coup. Genre en soi. c'est- Mais bon. Et toujours ma question, c'est comment on sait? Qui c'est qui a dit? Qui c'est le premier? Moi, c'est ce qui me rend fou aussi avec les cartes de voyance et tout. Je suis en mode, mais qui c'est le gars qui a dit que? Comment ça marche? Il y a bien eu un gars d'abord qui a fait des recherches quand même. Il y a bien des. Et ça, on dirait que ça sort de nulle part. Mais encore une fois, peut-être juste je suis mal renseigné aussi. C'est possible. Ah ouais, c'est possible. Est-ce qu'elle va se déplacer dans un autre corps physique? J'en doute fortement. Mais c'est beaucoup plus facile à conceptualiser, à mentaliser, surtout en termes d'être humain, que la réincarnation et la transformation de qui l'on est se passe à nouveau dans une autre forme physique. Et pourquoi pas, au final, que cette histoire de vie antérieure ne soit pas basée sur une vie sous une forme physique, mais une vie sous une non-forme. Pourquoi faut-il absolument qu'il y ait forme? Ah, là, c'est de la philosophie que ça peut m'intéresser. C'est vrai, ça. Ah, après, oui, après, ça sous-entend qu'il y a de la vie sous forme pas physique. Après, l'âme en soi, c'est une vie pas physique. Pour qu'il y ait vie. On pourrait se baser sur l'air, on pourrait se baser sur le vent. Il y a plein de choses qui n'ont pas Vous imaginez des formes de vie non carbonées? Genre, c'est des gaz vivants, comme dans Rick et Morty. une forme concrète pour nous. Alors, du coup, quand ils nous voient péter, ils ont l'impression qu'on éjecte leurs confrères et ça fait une grande guerre terrible. En tant qu'humain, parce que forcément toute chose a une forme, si tu veux chercher plus précisément. Mais en se basant sur nous, notre propre perception d'humain, on va décrire un animal comme étant un être qui a une forme, un humain comme étant, d'ailleurs, on se définit même pas dans la catégorie animale, on va savoir pourquoi, mais on se définit dans une autre catégorie. Je crois qu'on se définit... Enfin, après, ça dépend des gens. Je crois qu'on se définit en tant qu'animal. C'est juste que l'humain, c'est le type d'animal qu'on est, non? Dans ma tête, c'est un peu ça. Supérieur à tout, hein. Et là, on... C'est marrant, là, lol, on se prend supérieur à tout. En fait, tu crois que l'univers a quelque chose... a un plan pour toi? C'est-à-dire que le plan de l'univers, là, c'était que tu vendes des formations de cons? Je sais pas. Et pourquoi il faut absolument... Donc je ne dis pas, pour tous ceux qui ont des croyances, parce que cela n'est que basé sur des croyances, tous les faits que tu entends des gens disent « je me souviens de ma vie antérieure, de ma réincarnation, etc. » ne sont uniquement basés sur des images mentales. Des images mentales sont uniquement reliées à l'espèce humaine. Les autres mammifères n'ont pas d'image mentale. Mais c'est vachement balèze déjà que tu saches ça. Et en plus, juste pour les singes, je sais que c'est pas vrai. Il y a des expériences où on leur met un dessin et après ils doivent essayer de redessiner le dessin et ils y arrivent. Alors, toc l'abricot. Seuls nous, en tant qu'espèce humaine, ont ces images mentales parce que notre cerveau est constitué d'une manière bien Et lui, 2 minutes avant, voilà, parce qu'on se croit trop supérieur, nous les humains. spécifique. On est les seuls. Par ce fait, ce que tu te souviens ne peut pas provenir d'ailleurs parce que les autres mammifères ou toute autre forme de vie n'a pas ce concept d'image mentale. Donc ce que tu te souviens, c'est des choses qui proviennent de ton passé. Il est particulièrement énervant. Non mais je suis sûr, premier degré, que l'excessive majorité des gens que je connais qui sont croyants trouveraient qu'il dit de la merde.
Je le trouve très incohérent par rapport à ses propres croyances. On dirait presque même qu'il ne croit pas à ses propres croyances. Vous voyez ce que je veux dire? et que tu détermines comme étant d'une autre vie. C'est un peu le même principe qu'avec ces histoires de déjà-vu. Concrètement, le déjà-vu, Déjà vu. c'est un décalage d'informations dans le transfert d'une information entre tes deux hémisphères qui a duré peut-être Je crois que ça, c'est un peu de la merde aussi. Je crois que c'est plus compliqué. Vous savez qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on baille. C'est fou ça, non? 0,5 T'as des idées, mais on sait pas précisément pourquoi on baille. secondes. Information qui date d'il y a 10 ans. Peut-être que depuis, on sait comment on baille. Ah, pourquoi? Mais déjà vu. Ou alors un manque d'attention de ton environnement. Tu es pleinement focalisé sur la discussion que tu as avec une personne. Tu discutes. Ah, mais c'est fou, il débunk. Il fait mon job en fait. T'es un Z? T'es un Z, c'est ça? C'est ça? Tu te poses, tu regardes et tu te dis mais Ah ouais. je suis déjà venu ici. Oui, t'es déjà venu ici depuis 10 minutes. C'est juste que tu n'as pas pris pleinement conscience de ton environnement. Ton subconscient a capté toutes les informations et dès lors que tu le C'est le regardes et que subconscient? tu es conscient de ce que ton subconscient a récolté pendant 10 minutes comme information, boum, il y a une connexion, les deux hémisphères partagent les informations et là, Il parle en étant très sûr de lui. Alors que... On va redemander à un humain. Et dis-moi, j'ai le même babos que tout à l'heure qui maintenant me dit que l'impression de déjà-vu, c'est un délire de les deux hémisphères du cerveau et tout. C'est vrai ça? L'explication des hémisphères cérébraux, c'est pas tellement ça la théorie dominante maintenant. Les scientifiques pensent plutôt que l'impression de déjà-vu vient d'un petit couac dans le cerveau, souvent lié au lobe temporal, qui gère la mémoire. En fait, le cerveau aurait un bref moment d'erreur où il perçoit une situation nouvelle comme familière, un peu comme s'il la stockait directement dans les souvenirs du passé au lieu de la traiter dans le présent. Tu vois ce que je veux dire? Ton babos n'est pas complètement à côté, mais l'explication a un peu vieilli. Je fais pas confiance non plus à Gemini. Ah pardon, à un humain. t'as l'impression d'être déjà venu ici et tu vas Moi, je crois qu'il dit de la merde et que c'est la vie passée de l'arrière-grand-père de quelqu'un que j'ai revécu pendant ce flash, pendant que j'ouvrais un pot de Nutella et que j'ai dit « Ah, j'ai l'impression d'avoir goûté ça il y a 50 ans. conceptualiser » la C'est l'explication la plus plausible. chose comme si c'était dans une autre vie. Mais ça veut dire que tu as vécu une autre vie dans cette dynamique de forme humaine où tu as eu des relations avec des humains. Et cela est complètement faussé. Cela ne peut pas être le cas, sinon on ne serait pas près de 7 milliards. Ah, déjà, je dirais qu'il y a des gens qui meurent, je pense qu'il a pas compté ça. Mais ensuite, les gens pourraient dire « Bah ok, statistiquement c'est faible, mais moi c'est le cas. » Et du coup, c'est possible. On serait beaucoup plus que cela. On serait beaucoup plus que cela. Il y a des théories comme quoi on est beaucoup plus que ça. Genre, beaucoup plus que ça. Genre qu'on serait déjà 10 milliards. C'est plutôt des théories de merde, je tiens à le préciser. Mais juste, ça, moi, ça me fait rire. Ça fait que... Déjà, on vit dans un monde dans lequel on peut savoir à peu près combien il y a de gens sur Terre. Ça vous rend pas dingue, ça? C'est quand même fou. On a grave accepté ça en mode, oh voilà, il y a des sites web, tu vois combien il y a de personnes sur Terre. C'est dingue, non? J'ai l'impression que c'est tellement récent, ça doit faire... Je sais même pas si ça fait 100 ans qu'on sait combien il y a de gens sur Terre. De manière aussi précise, en tout cas. Juste regarde les chiffres de mort et de naissance. C'est pas il l'a fait. logique. Ah bah ouais. À moins que, il y ait À moins de queue. Il y a moins de queue sur Terre? certaines personnes pour On peut se réincarner en queue? X, la raison que ce soit, qui se réincarnent sous forme humaine et d'autres qui se réincarnent sous d'autres formes. Et d'autres peut-être qui se réincarnent sans forme. Donc pour lui, c'est plus... Pardon, mais c'est plus crédible. Parce que moi, dans ma tête, le fait de pouvoir se réincarner en humain, ça resterait possible selon ses règles. Tu vois, ça a l'air d'être possible, juste plus rare, j'entends, mais possible. Et pour lui, c'est plus crédible que tu te saurais... que ta vie antérieure, c'était un gaz, par exemple, ou de l'eau. Ah, il doit croire à la mémoire de l'eau, lui. Il doit croire que l'eau, c'est vivant. Enfin, bref. Plutôt qu'en humain. C'est... Ok. Oh, son long silence. Ah pardon, mais là je vous remets. Souvent en fait les gens, ma philosophie pour voir les choses c'est que Ça philosophie. moi ça me dérange pas que les gens croient qu'il y a une réincarnation sous forme humaine ou quelle que soit la forme.
les gens font ce qu'ils veulent. C'est juste qu'en général, les gens ne sont pas pleinement satisfaits de leur vie. Quand tu es pleinement satisfait de ta vie et que tu te focalises sur ta vie, ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle, tu ne te préoccupes pas d'une autre vie que tu as pu avoir avant. Tu fais en sorte que Ah bah... Oui. Oui, oui, oui. C'est... Oui, c'est un peu ce que je crois. Mais c'est ce que je crois en général par rapport au questionnement. Même sans aller vers les croyances, mais les questionnements un peu d'existence comme ça, des trucs existentiels. En effet, je pense que ça vient avec le fait que soit sur le moment c'est toujours une béquille, soit ça a été une béquille, et du coup un peu peur de lâcher cette béquille. Alors que tu pourrais peut-être marcher sans, mais je comprends, c'est confortable aussi. C'est de la même manière qu'on on a chacun une réponse sur ce qui se passe après la mort. Il y en a c'est je sais pas, hein, mais la majorité, on a une idée. On a, ah, bah, je pense que ça quand même. Alors qu'on n'en sait tous rien. C'est ok. On a peut-être besoin de ça pour se rassurer, avoir une réponse et se fixer dessus. Moi, je comprends. vie, là, dans cet instant présent, soit extraordinaire. Et je pense sincèrement, si je pense à toi, j'ai envie de te dire une seule À et moi unique chose. Ouais. Arrête d'imaginer qu'il y a une réincarnation, arrête d'imaginer que tu as eu d'autres vies, préoccupe-toi uniquement de cette vie. Et tu peux faire en sorte que cette vie soit extraordinaire. Et Non, salut. Non, je rigole. Je crois que c'est la première fois que je fais la blague de j'arrête le stream. tu n'auras pas Je ferai plus besoin, jamais. quel que soit Je ferai plus jamais. Promis. parce que tu seras pleinement déjà satisfait de celle-ci. Donc tel est le message, le cœur du message que j'avais envie de te partager. Donc oui, je pense sincèrement qu'il y a une énergie qui est en nous, qui, dès lors que notre forme physique meurt, cette énergie va quelque part. Où est-ce qu'elle va? J'en sais strictement rien, mais j'ai la forte conviction qu'il y a toujours cet observeur, il y a toujours cette conscience ultime qui est derrière. Cet observeur? Non mais à force qu'il le répète, ça me met le doute. Observeur? Observeur, def. Personne qui observe... Observateur, ouais. Observeur. Personne qui regarde... Ok. Un observeur, c'est dérivé de observer en anglais. Derrière chaque forme, chaque être qui continue d'être là. Mais est-ce que cette Ouais. forme va bouger dans une autre forme physique? J'en sais strictement rien et je ne pense pas forcément. Ça, c'est Mais du coup, moi, c'est ce truc-là de... Bon, imagine, ok, la réincarnation existe. Pourquoi faire? C'est-à-dire que même si j'étais réincarné en fourmi, la fourmi, elle avait un but, un objectif, une mission de vie. Imagine, en fait, ma mission de vie, je sais pas, c'est un truc que je peux pas faire en tant qu'humain. Genre, nager jusque dans les abysses. Eh bah, je suis foutu, faut que j'attende la bonne vie. C'est un peu comme un battle royale. Si t'as le mauvais loot au début de ta réincarnation, t'es baisé, faut attendre la prochaine. Relou. quelque chose qu'on a Relou. mentalisé, qu'on a conceptualisé parce que c'est beaucoup plus simple d'expliquer. C'est comme le principe de réincarnation. Le principe de réincarnation est pleinement mentalisé et conceptualisé par l'être humain par rapport à ce système d'horloge. D'horloge. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a seulement le présent. Et quand on parle de réincarnation, de vie passée, on le met par rapport à une dynamique Attends. d'horloge. De base, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Pour reprendre un peu les mathématiques, géométrie de base, si tu as un point, t'as un point sur ta grille, tu peux pas faire un trait, tu as un point. Il te faut 2 points pour faire un trait. Du coup, si tu que le présent, seulement le présent. Et quand on parle de réincarnation, de vie passée, on le met par rapport à une dynamique de mémoire. Alors que non mais c'est un super contenu pour React, mais je crois qu'il dit pas mal de craquito, non? de base, le En tout cas, au-delà des croyances, les trucs qu'il dit qui sont pas des croyances, il dit de la merde. temps n'existe pas. Il y a juste l'instant, le présent tel qu'il est. C'est nous qui conceptualisons le passé. Mais en fait, tu vois, si je suis un peu relou, le présent n'existe jamais parce que tout a un temps de réaction. Même la lumière n'est pas immédiate.
Donc en fait, c'est plutôt qu'on vit constamment dans le passé. Et à travers cette conceptualisation du passé, on conceptualise une vie à travers celui-ci. En d'autres termes, on conceptualise tout. Donc cela est mon avis sur le sujet. Je pense sincèrement. Je savais pas comment finir ton truc. On dirait moi dans les streams quand j'ai pas suivi. En bref, on conceptualise tout. Et boycotter Starbucks, ça n'avait rien à voir avec ce que tu disais. Ouais, mais enfin voilà. De ta vie, La morale est faite en fait. là, à l'heure actuelle, fais en sorte que celle-ci soit extraordinaire. Si tu as l'impression d'avoir des émotions, des choses que tu as du mal à gérer, et d'après toi, ça provient d'une vie Si t'as des émotions, bah, t'inquiète. passée, c'est peut-être parce que tu te trouves une excuse pour ne pas faire le nécessaire maintenant. Moi, j'aurais pas dit ça. C'est beaucoup plus facile de se dire j'ai ces problèmes-là, c'est parce que Mais c'est fou de dire ça. Moi, je trouve ça un peu dur de dire ça aujourd'hui. Maintenant, il a pas dit méchamment, mais juste dire je crois que tu te fais une excuse. Arrête avec toutes ces conneries qui n'existent pas là. Arrête. La magie n'existe pas. Concentre-toi, sur tes projets, sur comment tu te ressens. C'est dur de dire ça en mode un peu condescendant. Il dit ça de manière condescendante, mais en même temps, évidemment, tu t'es réincarné en Raymanta. Enfin, je veux dire, frère, je sais pas, c'est pas si choquant dans ce cas-là que les gens puissent penser ça, non? j'ai fait autre chose dans une vie passée que de régler les problèmes, d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui est, même si ça fait mal, même si c'est dur, de voir la réalité à laquelle on est confronté, de trouver des solutions par rapport à cette problématique et changer sa vie. Ça demande Je crois qu'on peut pas changer sa vie. On peut que changer des éléments de celle-ci, non? plus Ah bah si, avec la réincarnation, on peut changer de vie. Ça a du sens. Ça demande plus de courage que de se dire j'ai fait des conneries dans une vie passée en tant qu'humain apparemment. Oh mais mec! Attends, moi j'imagine pour les gens croyants, là je dois être insupportable depuis le début. Mais enfin lui c'est un sketch, non? Et donc du coup j'ai ce karma-là dans ma réincarnation. Non, Il est tellement hautain. cela n'est pas forcément le cas. Je n'ai pas les réponses, cela n'est juste une simple observation. Donc du coup je peux pas affirmer ce que je dis, outre que le fait que par rapport à la courbe de croissance, Ah, c'est ça seul truc, hein. C'est t'as pas pu te réincarner en humain parce que il y a pas assez d'humains. Mais alors moi je suis plutôt d'accord sur l'argument parce que j'y crois pas. Mais c'est-à-dire que fais ça pour les animaux, je suis sûr que c'est pas exponentiel aussi. Du coup ça nique toute ta théorie, non? des êtres humains qu'il y a sur cette planète, c'est illogique qu'il y ait une réincarnation sous forme humaine. Et c'est illogique qu'on a eu des vies passées sous forme humaine. Et ce concept de mentaliser le temps, forcément, fausse le tout. Parce que la réincarnation, quand il y en a une en chaque instant. Il y en a une maintenant. Une à chaque instant. Mes cellules se régénèrent. Oh, vous avez vu, je sais plus, je crois que c'est la vidéo de Try, un youtubeur qui parle de ça en mode il parle de comment les gens enfin comment tes cellules elles se réincarnent à l'infini. Enfin, et du coup en fait il reste plus rien de toi, comme le bateau de Prométhée, je crois. Les cellules changent. Il y a une En mode au bout de 15 ans il n'y a plus aucune cellule qui est la même que quand t'es né. Et du coup est-ce qu'on peut encore dire que c'est toi? Bazar. réincarnation en moi, Hasard. en cet instant présent. Celle-ci se base sur la même forme physique, mais quand ma forme physique meurt, est-ce que cette réincarnation qui se passe de cette énergie, de tout ce qui est en moi, va forcément se déplacer dans une autre forme physique? Non. Je sais pas, il avait l'air de vouloir une réponse. Moi j'essayais de... J'en doute fortement. Tu doutes de quoi? J'ai pas très bien compris. Réincarnation qui se passe de cette énergie, de tout ce qui est en moi, va forcément se déplacer dans une autre forme physique. J'en doute fortement. Ah, du coup la réincarnation ferait pas de transfert vraiment d'information. Ce serait plus juste de l'âme, pas de l'information selon lui. Mais cela, je n'en ai pas les réponses. Tu devrais juste arrêter de conceptualiser le passé et vivre dans le présent. Et je peux Moi je crois que... alors pour le coup je sais pas si c'est une bonne take. Peut-être une take de merde, très honnêtement. Mais je crois que ça peut être bien de conceptualiser le passé quand même. Comprendre l'impact,
Après, c'est parce que j'ai 70 ans. Garantir que tu te sentirais mieux et que la vie que tu vas expérimenter en sera beaucoup plus riche de sens. De vivre dans l'instant, de faire ce que l'on ressent en chaque instant. Cela a beaucoup plus de sens. Selon moi, cela n'est que mon simple avis sur le sujet. Ouais, moi je trouve que t'as beau faire genre peace and love, t'as quand même été... Encore une fois, moi aussi je sais que j'ai été chiant, mais franchement lui il a été relou de fou, non? Donc si tu as du mal à te libérer de tous ces concepts mentaux que tu as pu lire quelque part, absorber, et pouf, tu t'es identifié, je te recommande d'apprendre à méditer pour juste vivre dans l'instant, sans préoccupation, de peu importe ce qui s'est passé ou qui va se passer. Juste être pleinement heureux là, ici et maintenant. Donc Ouais. j'ai un guide sur la méditation qui va grandement t'aider et tu peux te télécharger en cet instant présent en Non, cliquant sur le lien dans la description. non. C'est vrai qu'on s'en fout de son guide de con, non? Parce que... Allez, on se fait un kiff. Allez, on se fait un kiff. Attendez, je mets la petite musique. Parce que là, ton potentiel est infini et ensemble nous allons le relever avec une photo. Il est beau gosse. Hein. Résumé de la commande, 67 balles. Formule excellence, un coaching téléphonique de 30 minutes par mois pendant 3 mois avec Jean Laval au prix de 147 € au lieu de 200. C'est-à-dire que 30 minutes avec lui, c'est-à-dire qu'une heure et demie, ça coûte 90 balles. Non mais... Et ça c'est sa nouvelle DA ça. Sa nouvelle DA. Mais waouh. Bienvenue sur Jean Laval. Moi je sais pas... Bon bref, là je fais de la merde. Mais ok. Oh là là, il nous reste 3 super vidéos. Moi je pense que là, on a besoin de la preuve, non? Dorothy, 3 Moi j'ai besoin de preuves. On va avoir des preuves. Je vous le dis, hein, on va avoir des preuves. C'est maintenant. Ça va changer votre vie. Hein. ans, jouait et est tombée accidentellement dans un escalier. Elle s'est cognée la tête et a perdu connaissance. Lorsque ses parents l'ont retrouvée, elle ne respirait plus. Ils ont appelé un médecin qui s'est précipité immédiatement. La mère de Dorothy s'est effondrée lorsque le médecin lui a dit qu'il ne pouvait rien faire. Sa petite fille était morte. Le médecin Ok, donc la petite elle est canée. est parti et est revenu 1 heure plus tard avec le certificat de décès de Dorothy et a discuté gentiment des arrangements concernant le corps de la petite fille. Quel arrangement? Vous allez faire quoi avec le corps de la petite fille? Je veux dire, pouvez me répondre? Mais au cours de cette conversation, des bruits de pas ont été entendus venant de la chambre de Dorothy. Ils ont couru à l'étage et là, elle jouait dans une pièce comme si de rien n'était. Le médecin l'examina de nouveau. Il n'y avait aucun signe de blessure. Il n'avait aucune explication. Donc, elle était vue comme morte. Ils l'ont retrouvée, elle était nickel, quoi. Il a dit que c'était comme si Dorothy était revenue d'entre les morts. Il ne réalisait pas à quel point il avait raison. Dorothy Eddy est née à Londres en 1904. Jusqu'à sa chute dans les escaliers et sa résurrection, elle était une petite fille normale. Mais après la chute, elle a commencé à avoir des terreurs nocturnes. Sa mère la réveillait et Dorothy lui racontait le rêve dans lequel elle vivait. Ok, donc la petite, elle s'est réincarnée. Ok. Un immense bâtiment à colonnes entouré d'arbres et de jardins verdoyants. C'était toujours le même rêve, et Dorothy disait la même chose à sa mère, « Je veux rentrer à la maison ». Lorsque sa mère lui disait qu'elle était à la maison, Dorothy devenait frustrée et déprimée. Parfois, les parents de Dorothy la trouvaient en train de faire la moue sous la table de la salle La moue, pas la à moue. manger.
Il demandait ce qui ne va pas, et c'était toujours la même réponse, « Je veux rentrer à la maison ». Lorsqu'on lui demandait où se trouvait sa maison, Dorothy répondait qu'elle ne savait pas. Elle savait juste qu'elle voulait y retourner. Ouais, traumatisée. Mais elle doit être terrorisée des escaliers, même aujourd'hui, non? Après la chute, Dorothy parlait occasionnellement Après la chute du mur de Berlin, rien à voir. avec un fort accent étranger. C'était tellement perturbant que les parents de Dorothy ont eu du mal à trouver une babysitter. Quoi? Parce que ta fille, elle a un fort accent étranger, t'as du mal à trouver une babysitter? Ça n'a aucun putain de sens, non? Quand Dorothy avait 4 ans, ses parents avaient prévu une journée au British Museum. Ils n'ont trouvé personne pour surveiller leur fille, alors ils l'ont emmenée avec eux. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment étranges. Comme prévu, Dorothy, 4 ans, s'ennuyait au musée, elle se moquait, elle traînait les pieds, elle Se moquait des tableaux. se comportait comme la plupart des enfants de 4 ans. Mais l'humeur de Dorothy changea radicalement lorsqu'ils arrivèrent à l'exposition égyptienne. Dorothy était éblouie par les artefacts. Mais c'est trop stylé aussi, non? C'est trop stylé. Mais lorsqu'elle aperçut les statues égyptiennes, elle s'arracha à l'emprise de sa mère et courut sauvagement à travers les Sauvagement. Et... Ok. Sauvagement. couloirs. Dorothy courait de statue en statue, embrassant leurs pieds et criant après les gens. Mais arrête d'embrasser les pieds des statues. Portait des chaussures en présence des dieux. La mère C'est une traduction trop bizarre, il y a 1 an. Bah ouais, ça se sent. Pour donner autant de détails, c'est qu'elle doit dire vrai. de Dorothy était mortifiée par le comportement de sa fille. Mais Dorothy s'arrêta brusquement et devint silencieuse. Les parents de Dorothy l'ont trouvée devant une vitrine, gelée. Elle regardait le visage d'une momie égyptienne. Gelée? La mère de Dorothy est venue la chercher, mais elle s'est énervée. Puis, d'une voix qui ressemblait à celle d'une vieille femme, Dorothy dit « Ceux-ci sont mon peuple. » C'est-à-dire que la réincarnation, elle te donne aussi la voix. Il a fallu quelques heures aux parents de Dorothy pour Les gens qui savent ultra bien imiter, genre, je sais pas, des criquets, c'est que c'était des criquets avant? finalement la faire sortir du musée. Mais chaque fois que la famille avait du temps libre, elle retournait à l'exposition égyptienne, le seul endroit où Dorothy se sentait heureuse et en paix. Quand Dorothy avait 7 ans, son père lui a acheté une encyclopédie pour enfants sur l'Égypte ancienne. Dorothy a passé des heures à étudier les hiéroglyphes avec une loupe. Lorsque sa mère lui demandait ce qu'elle faisait, Pourquoi t'as besoin d'étudier les hiéroglyphes avec une loupe sur un livre? Enfin, ça n'a aucun sens. Dorothy Enfin, bref. répondait « J'essaie de Rien que dans la structure de l'histoire. En tout cas, la façon que lui il raconte, c'est tellement bullshitesque. me souvenir. Enfin, il décrit chaque truc au musée comme s'il y était, comme s'il il se rappelle. Même les moments où il y avait que la fille et qu'elle avait 3 ans, il décrit nickel. C'est- En lisant un magazine scientifique, Dorothée tombe sur la photo d'un temple construit pour le pharaon Séti, père de Ramsès le Grand, dans la ville d'Abydos. Dorothy Abydos, c'est excellent comme nom. était confuse. Elle a demandé à sa mère où sont tous les arbres et tous les jardins verts. La mère de Dorothy Ouais, c'est ça, c'est la preuve ultime, parce que elle demande c'est pourquoi il n'y a pas d'arbre. lui a demandé « Quel est cet endroit ?» Dorothy a souri du plus grand sourire qu'elle ait jamais eu de toute sa vie et a montré la photo du temple de Séti Calme-toi, c'est tu fais bader. à Abydos et a dit « Maman, c'est ma maison. » Les enfants se remémorant leur vie passée sont plus courants que la plupart des gens ne le pensent. Il existe des milliers de cas documentés, et ce ne sont que les cas Parce que lui, c'est lui, et lui, c'est lui, et lui... Je comprends rien à cette image. Qu'est-ce que... E2, c'est lui, et... Je comprends pas.
signalés par les parents. Il existe certainement des milliers d'autres cas où les parents sont trop confus ou trop embarrassés pour le signaler. Une histoire intéressante s'est produite en Angleterre en 1957. Les sœurs Joanna et Jacqueline Pollock, âgées de 11 et 6 ans, ont été tuées. S'est produite en Angleterre en 1957. Les sœurs Joanna et Jacqueline Ah pardon, j'ai compris les sœurs jumelles. Du coup, je suis en mode comment elles peuvent avoir un âge différent. Pollock, C'est moi qui ai âgées de 11 et 6 ans, ont été tuées lorsqu'une voiture a perdu le contrôle et a sauté sur le trottoir. Un an après l'accident, la mère des filles, Florence Pollock, C'est quoi cette image-là? a donné naissance à des jumelles. Julianne et Jennifer étaient de vrais jumeaux, mais ils avaient des taches de naissance différentes. Jennifer avait une tache de naissance sur la taille qui correspondait à une tache de naissance que Jacqueline avait avant sa mort. Coïncidence, elle avait également une cicatrice sur le front, tout comme Jacqueline. Vers là, Ouais, mais du coup, la cicatrice, elle l'a eu avec le temps. Tu n'es pas avec une cicatrice. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? l'âge de 2 ans, les jumelles ont commencé à réclamer des jouets appartenant à leur sœur, même si elles n'avaient jamais vu ces jouets auparavant. Ils Bah étaient ouais, également mais oui. effrayés par les voitures en mouvement, criant « La voiture vient les chercher ». Et les coïncidences se multiplient. Oh, mais non, un enfant qui a peur d'une voiture qui va vite. Lima, les Japonais abattirent le pilote de chasse américain James Houston Jr. Il mourut dans le cockpit de l'avion le 3 mars 1945. Plus de 50 ans plus tard, James Leninger, 2 ans, commença à faire des cauchemars en se disant qu'il était un pilote de chasse, s'écrasant dans l'océan et mourant. Quand on montrait des photos à James, il était capable de Non, mais là, le gosse, il a forcément juste vu des images de la guerre et ça doit être traumatisant, non? nommer le type d'avion qu'il pilotait. Il connaissait C'est quand même des faibles preuves, hein. C'est ah non, mais si, ça, c'est ma maison. Bah, tu peux nous dire alors, je sais pas, il y a quoi dans la tombe? Non! le nom du porte-avions sur lequel il se trouvait. Il pouvait même nommer d'autres hommes qui servaient avec lui. Ah. À l'âge de 2 ans, toutes ces informations se sont avérées vraies. L'un de mes cas de réincarnation préférés Ok, bah on te croit sur parole alors. celui de Ryan Hammonds. Quand Ryan avait environ 4 ans et jouait seul, il faisait semblant de réaliser des films. Ryan a dit à sa mère qu'il était un homme qui vivait à Hollywood. Les parents de Ryan étaient chrétiens et sérieux au sujet de leur foi. Ils ne croyaient pas à la réincarnation, mais Ryan disait souvent « J'étais quelqu'un d'autre. Avant, j'étais grand, mais maintenant je suis petit. J'aimais mieux quand j'étais grand et que je pouvais aller où je voulais. Je déteste être petite. » Chaque fois que Ryan voyait le panneau Hollywood à la télévision, il Petite? Enfin, après, je sais pas, mais ça. pleurait. C'était sa maison et il voulait y retourner. Ryan racontait des histoires sur sa rencontre avec Rita Hayworth, sur ses vacances à Paris et sur son travail dans une agence où les gens changeaient de nom. Ce n'est pas la plaisanterie typique d'un enfant de 4 ans. Un jour, 4 ans! 4 ans! Mais couilles sur ton front. Non mais, enfin... 4 ans! Vous vous rendez compte? 4 ans? Un enfant? C'est vraiment... Enfin... Déjà 7 ans, c'est vraiment petit. 4 ans. la mère de Ryan a ramené à la maison un livre sur le vieux Hollywood et ils ont feuilleté les photos. Ils sont tombés sur une photo et Ryan a dit « Oh, regarde, c'est George. Nous avons fait une photo ensemble. Oh, ce type, c'est moi. Ils m'ont trouvé. » L'autre homme sur la photo était Marty Martin. Il connaissait Marty Martin, c'est super comme blaze. Rita Hayworth. Il passait des vacances à Paris et il travaillait dans une agence où les gens changeaient de nom. Ryan avait raison sur tout cela. Ryan savait même que Marty dansait à Broadway. Mais encore une fois, c'est tellement facile de juste être un scientifique, faire ok, je peux t'interviewer et d'avoir la preuve, quoi. N'importe quel scientifique aimerait avoir la preuve du fait que ça existe. Combien de sœurs il avait? Combien d'enfants il avait? Ryan a même dit que sa maison se trouvait dans une rue où il y avait le mot « rock ». Marty Martin vivait sur Roxbury Drive.
La famille de Marty a pu confirmer 55 faits distincts que Ryan avait corrigés à l'âge de 4 ans. Ah, il a dit qu'il y avait le mot rock ou un autre mot qui avait au final pas. Les souvenirs de vie C'est bizarre alors, non? Je sais pas. antérieure commencent vers la... C'est comme les voyants qui font Ah, vous aviez un problème avec votre mère? Non. Eh non, c'est bien ce que je vois. Avec votre père plutôt. Mais pourquoi t'as attendu que je te dise non pour que tu dises autre chose? l'âge de 2 ou 3 Pourquoi il demande confirmation d'une information pour qu'après, quand je dise que c'est pas vrai, on me dise Ah non, mais en fait, je savais. Ben, trop bizarre. ans et se termine vers 5 ans. Ce n'est pas le cas de Dorothy Eddy. Le cas En vieillissant, ses souvenirs sont devenus plus clairs. Ce n'était qu'une question de temps avant que Dorothy Eddy découvre c'est pas tout le temps ce qu'ils disent le contraire. En mode, quand t'es enfant, c'est plus facile d'avoir des souvenirs parce que tes anciens souvenirs sont pas machin. Non? Y a pas tout ce truc-là? qui elle était réellement il y a 3000 ans. Dorothy Eddy parlait très ouvertement de la réincarnation. Elle en parlait ouvertement et ne se souciait pas de ce que les autres pensaient, parce qu'elle l'était, et c'était un problème Parce qu'elle l'était. pour une adolescente dans les années 1920. Ses parents toléraient ce qu'ils pensaient n'être qu'une excentricité, mais les autres n'étaient pas aussi indulgents. Un dimanche après-midi, un prêtre s'est présenté à la porte d'Eddy. Le prêtre a dit que Dorothy n'était plus la bienvenue à l'école du dimanche. Elle avait refusé de chanter un hymne qui parlait mal de l'Égypte. Mais Ouais. Ouais. Peut-être juste c'est une défentrice de l'Égypte? Non? Pardon, je sais pas pourquoi je... le comble a été lorsque Dorothy a argumenté avec le professeur de l'école du dimanche que le Elle a pas honte christianisme en tant que était femme? basé sur l'ancienne religion égyptienne. N'est-ce pas? Eh bien, c'est discutable, mais il existe de nombreuses preuves que c'était le cas. Et il était venu à Cummings en provenance de chrétiens. Toutes les religions s'influencent, non? Dorothy avait passé tellement de temps au musée britannique que l'égyptologue Sir Wallace Budge a fait sa connaissance et a commencé à lui apprendre à lire les hiéroglyphes. Sans surprise, elle l'a compris très rapidement, incroyablement vite. Les rêves de Dorothy ont continué pendant tout ce temps, même si maintenant qu'elle En même temps, si t'as un mec spécialisé qui t'apprend un truc, c'est pas étonnant que t'apprennes vite. Enfin, c'est bien, mais c'est pas complètement étonnant, on t'apprend à le faire. savait ce qui se passait, elle n'avait plus peur. Quand Dorothy avait environ 15 ans, elle se réveillait au milieu de la nuit presque toutes les nuits. Elle entendit la voix d'un homme nommé Aura qui lui demanda d'écrire tout ce qu'il disait. Elle entrait alors en transe, ni endormie, ni éveillée, et griffonnait des notes en hiéroglyphes. Lorsqu'elle se réveilla, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait écrit. Ce n'était même pas son écriture. Après 1 an, elle disposait de 70 pages manuscrites. Elle a finalement pu comprendre que c'était l'histoire de sa vie dans l'Égypte ancienne. Alors ça, elle l'a fait pas en étant réveillée. Parce que moi, je veux bien croire que le somnambulisme, les trucs comme ça fasse qu'il y a des... Il y a des gens, tu gribouilles des trucs, mais c'est super net, super... Non? Je sais pas. C'était une Égyptienne nommée Ben Tréchit, née dans la ville d'Abydos. Elle venait d'un milieu modeste. Son père était un soldat qui a servi sous le règne de Séti Ier. Sa mère était vendeuse de légumes. Quand Ben Tréchit avait 2 ans, sa mère est décédée. Incapable de prendre soin de Ben Tréchit, son père la plaça dans le temple de Kom el-Sultan, où elle serait élevée pour devenir prêtresse. Quand elle avait 12 ans, Ben Tréchit avait 2 choix. Elle pouvait soit quitter le temple et sortir seule dans le monde, soit devenir vierge consacrée et rester au temple. Ben Tréchit a décidé de prononcer ses vœux. Quelques années plus tard, elle rencontra le pharaon Séti Ier et ils eurent une liaison. Lorsqu'elle tomba enceinte de l'enfant du pharaon, elle n'eut d'autre choix que de parler au grand prêtre de sa relation avec Séti Ier. Le grand prêtre lui a dit que son péché contre Isis était si grave qu'elle serait jugée et probablement condamnée à mort. Afin de protéger le pharaon d'un scandale, Ouais, parce que c'est sa faute à elle, pas la faute du pharaon aussi. Non, c'est que sa faute à elle, Ben évidemment. Tréchit a évité le procès en se suicidant.
Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça rigole pas en fait. Ah ouais, ok. Dorothy comprit enfin tout ce qui lui arrivait. Au cours des années suivantes, elle a occupé divers emplois dans un théâtre appartenant à ses parents. Mais ensuite, elle a eu sa grande chance. En 1931, un poste s'ouvre à Londres pour écrire pour un magazine égyptien de relations publiques. Les années 30 ont été une période difficile en Égypte, même si le pays a été officiellement déclaré indépendant du Royaume-Uni en 1922, ce dernier étant toujours fortement Putain, je suis vraiment une brêle en histoire, je savais même pas. impliqué dans la gouvernance du pays. Dorothy a utilisé son nouveau poste au magazine pour plaider en faveur du nationalisme égyptien et de la pleine indépendance. Tout en travaillant pour le magazine, elle a commencé à correspondre avec un riche Égyptien nommé Amon Abdel Maguid. En 1933, Maguid lui proposa, elle accepta et voyagea finalement en Égypte pour la première fois de sa vie. La première fois dans cette vie, non, et quand elle est descendue du bateau au Caire, Première fois dans cette vie, non? elle est tombée à genoux et a embrassé le sol. Ça c'est bizarre. Non, mais ça c'est bizarre. Ça c'est Elle a bizarre. pleuré et a dit « Je suis enfin à la maison ». Et si Dorothy Eddy s'était vraiment réincarnée, elle aurait maintenant une chance de le prouver. Le mariage de Dorothy a connu un début difficile. La famille de son mari était riche et n'aimait pas à quel point Dorothy était ouverte sur sa vie passée. De maître égyptienne? Elle était plus attachée à la culture égyptienne que la famille de son mari, et elle en parlait ouvertement. Après quelques années, Dorothy et Maguid ont divorcé, mais pas avant qu'elle ait donné naissance à son fils, qu'elle a nommé Seti. Seti était le gars avec qui elle faisait la fête à l'époque. C'était le gars. Ouais, alors elle donne à un enfant le nom de son ex. C'est mauvais pour lui. Dorothy Eddy a donc changé son nom et est devenue Om Seti, qui signifie mère de Séti. C'est ainsi qu'on connaissait les femmes dans l'Égypte ancienne. En 1935, elle accepte un emploi au département égyptien des Antiquités. Elle a été la première femme embauchée, mais elle s'est rapidement fait un nom en tant qu'érudite respectée. Elle a publié des essais et des articles sur l'Égypte ancienne. Elle traduisait des documents en hiéroglyphes. Bien que Dorothy Eddy n'ait eu aucune formation formelle, elle est Bah si, t'as dit qu'il y avait un putain d'égyptologue qui lui a appris. devenue connue comme une experte dans le domaine. Ah oui, truc formel en mode les études classiques. Finalement, en 1952, Dorothy put trouver un emploi à Abydos, la ville où elle croyait vivre. Elle est devenue connue comme une excentrique par la population locale. Elle a observé la religion égyptienne ancienne. Elle marchait pieds nus partout et passait ses nuits à prier et à dormir dans les temples égyptiens. Ouais, c'est son kiff. Elle kiffe. En 1957, le nouveau chef des Antiquités voulait tester Dorothy. Il a admis qu'elle avait une compréhension étrange de la culture égyptienne antique, mais il ne croyait pas vraiment qu'elle vivait dans le temple de Séti il y a des milliers d'années. Alors, une nuit, il l'accompagna au temple. La seule lumière dont il disposait était une torche. Il lui a alors demandé de l'emmener dans différentes parties du temple. À ce stade, rien n'avait été publié sur l'aménagement du temple, et Dorothy n'y était jamais allée de sa vie. C'est vrai, Dorothy était capable de le guider partout où il demandait d'aller sans carte ni lumière. Ni lumière. Mais c'est fou quand même ça. Elle connaissait chaque centimètre carré du temple. Donc elle connaissait chaque centimètre carré du temple, mais elle savait pas lire le hiéroglyphe par défaut. C'est bizarre, non? Après sa 6e tentative pour la surprendre, il abandonna. L'un de ses rêves récurrents ou de ses souvenirs, selon ce que l'on croit, était celui des jardins du temple de Séti. Mais ceux-ci n'avaient pas encore été découverts par les archéologues. Dorothy a indiqué aux scientifiques où trouver les jardins. Ils ont fouillé et ils l'ont trouvé. Elle a dit que s'ils creusaient du côté nord du temple, à un endroit précis, ils trouveraient un tunnel caché. Effectivement, le tunnel était là. En 1964,
Donc elle a trouvé un tunnel caché parce que sa vie antérieure, c'est un pharaon. Elle a eu 60 ans et, selon la loi égyptienne, elle était censée prendre sa retraite. Mais non seulement elle fut la première femme embauchée par le département des Antiquités, mais elle reçut également une autorisation spéciale pour continuer à travailler. Elle était une ressource trop précieuse pour la laisser partir. Les égyptologues ne pouvaient pas expliquer comment, mais elle a pu faire d'innombrables découvertes rien qu'en se souvenant. Bien que sa spécialité soit le temple de Séti, elle prétendait connaître d'autres sites égyptiens antiques. Par exemple, elle a déclaré que le tombeau perdu de Néfertiti se trouvait sous la tombe de son Néfertiti. beau-fils, Toutankhamon. Dorothy a fait cette affirmation en 1972. La tombe de Toutankhamon a été découverte en 1922. Bien que la tombe ait été étudiée pendant 50 ans, il n'y avait aucune preuve d'une chambre à cet endroit. En 2015, les technologies d'imagerie radar ont montré qu'il y avait effectivement une chambre là où elle avait annoncé qu'elle se trouverait. Elle a également dit qu'il y avait une petite bibliothèque sous l'un des pieds du Sphinx. Elle a dit qu'il y avait une pièce sous le Sphinx. Personne ne la croit. Des années plus tard, ils font un scan, il y a une pièce là-bas. Dans le Il y a une pièce là-bas. monde où nous vivons actuellement, il y a bon nombre de gens qui croient en la réincarnation. La réincarnation peut être une science marginale ou une pseudo-science dans le monde occidental, mais en Orient, la réincarnation est perçue différemment. C'est un élément central de l'hindouisme, du bouddhisme Oui, mais ça reste une croyance, du coup. et de plusieurs C'est pas une science, quoi. autres religions. Pour environ un quart de la population mondiale, soit près de 2 milliards de personnes, la réincarnation est une croyance essentielle. Le Dalai Lama, le chef spirituel du bouddhisme tibétain, serait la réincarnation de Pema Dorji, le premier Dalai Lama décédé en 1474. L'actuel Dalai Lama, né en 1935, est la 14e incarnation de Pema Dorji. Putain, mais il est toujours vivant. C'est fou. À la mort du Dalai Lama, de hauts moines tibétains mènent des recherches approfondies pour trouver sa prochaine incarnation. Cette recherche implique la consultation d'oracles, Il tape l'interprétation des gens avec un de bâton. visions et la lecture de signes spirituels. Les moines seniors peuvent trouver des indices sur le corps décédé du Dalai Lama, comme la direction dans laquelle il est orienté. Si le corps est incinéré, la direction de la fumée est surveillée comme indicateur potentiel de la direction de la renaissance. Ok. L'actuel Dalai Lama a été retrouvé à l'âge de 2 ans après qu'un moine âgé ait eu une vision de son village et de sa maison. Le garçon, alors nommé Lama Thundup, a pu identifier des objets ayant appartenu au précédent Dalai Lama, notamment des tests, quoi. un tambour Ils font des tests, ils font des utilisé tests. pour les rituels et une canne. La réincarnation est un sujet qui m'a toujours attiré. Il est réconfortant de penser que la mort n'est pas la fin, que notre vie physique n'est qu'une expérience temporaire destinée à nous donner des leçons. Moi, je trouve ça tellement plus rassurant. C'est pour ça que c'est une question de point de vue. Je trouve ça tellement plus rassurant de se dire que, justement, on est pas qu'un chemin, quoi. Que ça a un début, une fin. En plus, voilà, le cycle infini des choses. À nous préparer pour notre prochaine vie ou à ceux qui viendra après. Dorothy Eddy est l'un des cas de réincarnation les plus convaincants que j'ai jamais vus. Toutes les Ah ouais. histoires sur les débuts de Dorothy Ça m'a pas ultra convaincu, moi, j'avoue. Hein. viennent de Dorothy elle-même. La chute, son expérience au musée, l'écriture en transe, le moment où elle a été testée dans l'obscurité du temple. Il n'y a aucune preuve que cela se soit produit. Il faut la croire sur parole, mais c'est le point de vue des Ah oui. Ah. sceptiques. Même des égyptologues célèbres, qui notoirement n'aiment pas tout ce qui est mystique, ont déclaré que la connaissance de Dorothy sur l'Égypte dépassait la simple intuition. C'était étrange. Mais oui, parce qu'elle s'est fait former par un gars. Il l'a dit. Aujourd'hui, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'elle s'est réincarnée, mais personne ne nie sa contribution à l'étude de l'Égypte ancienne. Ah, mais ça, c'est sûrement Dorothy possible. Eddy Ça, c'est sûrement vrai, est même. appelée Je pense. la sainte patronne de l'égyptologie.
Elle a vécu ces dernières années près d'Abydos, à quelques pas du temple de Séti, l'endroit qu'elle considérait depuis son enfance comme sa maison. Ça, c'est beau, quand même. Elle est finalement décédée en 1981. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis. Ah bah... Ah, il est adorable. Il est adorable. Il est adorable. Ça m'a pas ultra convaincu. Mais au moins, il était un peu honnête sur... voilà... Il était honnête, quoi. Bon, là, on va sur entité interdimensionnelle. Témoin du multivers. La chaîne Gaïa en français. Luc Moustache 1, Camille, merci beaucoup. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous êtes bien accrochés, j'espère. Il semblerait qu'ils apparaissent sous des formes que nos cerveaux peuvent accepter. D'après certains récits, ils apparaîtraient sous la forme d'un bourdon géant ou d'un poisson géant, Wow. ou bien d'un Ah ouais. être à la peau bleue, rose ou verte. Donc, la perception J'aimerais trop avoir la peau rose. Voilà, je le dis. de ces êtres est directement reliée à la capacité perceptive de l'individu. Aux États-Unis, une personne sur 5 pense que l'humanité a reçu la visite d'entités extraterrestres venues d'autres galaxies. Ok. Moi, je crois pas, mais ok. Mais comment pourrions-nous être sûrs que ces visites nous viennent de là-haut? Compte Ah, c'est pas genre... comment pourrait-on être sûr que c'est arrivé? Non, c'est... Ok. tenu des milliers de récits de personnes affirmant avoir été en contact direct avec une sorte d'entité paranormale, serait-il possible que certaines de ces rencontres rapprochées soient en fait des interactions avec des êtres venus d'autres dimensions? Lorsqu'un Si, ça doit sûrement être ça, en fait. être interdimensionnel entre dans notre dimension, il tombe sous les lois de notre réalité tridimensionnelle. Les gens diront qu'ils ont vu un fantôme, alors qu'il s'agit en réalité d'un être interdimensionnel. Si des Oh, ok. entités interdimensionnelles interagissent avec l'humanité, quelles pourraient en être les raisons? Je sais pas. Là, je t'avoue, tu me prends de court. Hein, Waouh, générique. Microdose de grandes idées par petites bouchées. Les êtres tridimensionnels. Interdimensionnels, pardon. Randy Wettenheimer, guérisseur énergétique et animateur de Quantum Effect, est coutumier des interactions avec les autres dimensions. Après des études de physique ainsi que de nombreuses années passées à s'initier aux arts martiaux chinois et aux pratiques énergétiques du Kundalini, Randy Quel rapport avec... Enfin... Quoi? estime que la nature de ces interactions interdimensionnelles s'appuie sur notre propre conscience. Les fantômes, les esprits qui s'attachent à nous, les entités, ce sont des consciences indépendantes non physiques qui sont créées. Par exemple, mettons que vous vouliez vous connecter à votre guide spirituel. Vous méditez jusqu'à atteindre le point zéro et vous demandez que le guide spirituel se manifeste. L'entité qui va se manifester est une présence réelle ou un corps d'information dans la réalité du point zéro. Et vous allez l'interpréter selon votre connaissance de notre monde physique. C'est une réalité là-bas, mais qui est interprétée par vous comme une réalité physique ici et maintenant. La théorie des mondes il y a plein de terres. multiples est un sujet largement débattu dans le domaine de la physique quantique. Depuis leur possible explication mathématique jusqu'au nombre d'univers différents au sein du multivers, tout a été débattu. Ah, oui, débattu. Ok, oui. Pourtant, le concept en lui-même est étayé par des lois physiques communément admises. Nous avons appris Là, si tu essaies de dire que la science, elle explique les multivers, non. C'est pas vrai. que la théorie des cordes nous offrait des pistes fascinantes et magnifiques pour découvrir une théorie unifiée du tout. Oui, mais c'est une théorie. On est encore loin d'avoir une démonstration de la réalité de ça. Et c'est cette théorie qui a ouvert la porte à l'idée du multivers dans le domaine scientifique. Comment cela s'est-il passé? Et oui, c'est passionnant. Pour revenir au problème avec lequel se débattent les chercheurs en théorie des cordes.
parvenir à identifier Oh, il a l'air dans le chétan. Il est waouh. précisément la géographie des supercordes et des dimensions supplémentaires cachées dans notre univers. Les mathématiques offrent beaucoup de formes candidates. Plus de 10 puissance 500 possibilités, un nombre considérable. Les scientifiques de la théorie des cordes ont alors 10 puissance 500. C'est-à-dire que c'est 10 avec 500 zéros. Je sais pas trop comment on peut calculer ça, mais... proposé que toutes ces possibilités soient également probables et qu'elles puissent toutes exister quelque part au sein d'un multivers. Cela voudrait dire qu'il existe au moins 10 puissance 500 univers dans le multivers. Mais le mot important, c'est pas hypothétique. Non. Peut-être même un nombre infini. Si l'existence de dimensions supplémentaires est plausible, l'idée que des êtres habitent ces dimensions ne serait-elle pas tout aussi légitime? Alors que sont ces êtres? Ont-ils uniquement des raisons bienveillantes d'interagir avec l'humanité? Les personnes qui affirment pouvoir entrer en communication avec des entités venues d'autres dimensions disent que ces êtres sont là pour nous guider vers une expérience de vie positive. Orion est venu Super. me voir et il a dit « On aimerait que tu fasses une transmission médiumnique directement avec nous, parce que nos informations peuvent servir à l'humanité. » Et ils ont même dit que l'humanité était sur une trajectoire, eux ils sont sur une ligne temporelle, où leurs informations peuvent être plus utiles. Nous avons dépassé la c'est flou, hein. densité. Et nous faisons des allers-retours entre le non-physicalité. Et pourquoi les extraterrestres, déjà, ils sont 5 doigts comme nous, ils ont des tenues comme nous, ils ont des cheveux comme nous. Mais ils sont maigres. Et une densité Et très très blancs. suffisante pour pouvoir Tous aux yeux bleus. communiquer. De notre point de vue, nous n'avons plus de forme physique. Et même notre nature plus dense n'empêche pas la séparation physique. Ces êtres sont connus dans nos réalités comme les maîtres et guides de chaque dimension. Ok. Ce qu'ils font, c'est qu'ils entrent en résonance avec le système de la matière, avec tout le processus de création. Et ils nous aident à comprendre les chemins. Le fait que le décor, ce soit des trucs de carte mère, genre... que nous pouvons emprunter pour vibrer sur la même fréquence qu'eux. Les entités les plus sombres comme les plus claires nous laissent des indications pour comprendre comment bâtir une réalité bonne, comment transcender la réalité dans laquelle nous vivons. Là, on est à un niveau de n'importe quoi qui... Pardon, enfin, c'est vrai que moi, ça me dépasse quand même, là. Le fait de dire des trucs énormes, et en mode... Oh là, évidemment. Bah, évidemment. Je veux dire... Le rôle de beaucoup d'entre nous, dans ce collectif, c'est l'équilibre énergétique. Pourquoi il ferme les yeux? Salut, alors bah merci vraiment d'être sur ce stream, ça me fait super plaisir. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai voulu mettre du mascara, mais à la place j'ai mis de la super glue, alors c'est super relou. Ça vous dérange pas pour votre interview? On est désignés, plusieurs d'entre nous, pour amener de l'équilibre en certains points de la Terre et d'autres planètes. Maintenant dans ma tête il a juste de la super glue. C'est ça notre rôle. Bien des gens diront que la Terre est, comment dire, turbulente ou bleu, un peu comme un volcan endormi. Littéralement. Ce n'est pas Pas vraiment si endormi. que nous voyons ce qui se passe sur Terre. Vous arrivez à ce point culminant de l'histoire humaine, qui aura lieu entre 2030 et 2050. Putain, on a de la chance. Sur les millions d'années que la Terre elle existe, putain, on a de la chance. Et ce sera le moment où votre monde entier s'ouvrira en tant que planète humaine. S'il existe des entités interdimensionnelles qui souhaitent aider l'humanité... Pourquoi maintenant c'est des robots? Et c'est tout le temps des meufs, un peu bonnes, avec des lèvres et du gloss. Serait-il possible que des êtres venus d'autres royaumes souhaitent également nous prendre quelque chose? Randy Wettenheimer a élaboré une théorie sur la nature de ces êtres. En général, ces formes n'existent. Moi je vais dire comme l'exoconférence d'Alexandre Astier, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est super. Il parle de ça, entre autres, de voilà, ce que les extraterrestres peuvent être venus. Il sera en mode, au-delà même de l'argent, parce que ça c'est un truc très humain, mais
pour qu'une espèce vienne, ça lui demanderait une quantité astronomique d'énergie et de temps. À minima. De l'énergie et du temps. Ce serait curieux qu'ils viennent pour dire bonjour. Pas forcément qu'ils y aient un intérêt quelconque, mais un but. Ou alors ils ont la curiosité et ça suffit. N'existe pas ou ne partagent pas notre réalité physique. Les esprits se trouvent dans une autre dimension. Ils s'attachent à nous parce que nous produisons de l'énergie et qu'ils en ont besoin. Mais nous, en tant qu'humains, on produit rien comme énergie par rapport à des étoiles. Ça n'a aucun sens. C'est la base sous-jacente de l'interaction. Ils ne nous donnent pas vraiment d'informations comme les entités, mais ils prennent plutôt notre énergie. Qu'en est-il des fantômes? Les fantômes ne sont pas exactement non physiques. Les vivants peuvent envoyer des informations ou de l'énergie aux personnes décédées, ce qui peut les inciter à prendre une forme physique. Il semblerait qu'il ne faille pas sous-estimer l'importance. Quand tu crois que les fantômes ça existe, ça leur donne une forme physique. Enfin, quand tu fais du Ouija. De n'inviter dans sa vie que des entités à vibration énergétique élevée. Quand une interaction se produit avec un être interdimensionnel, on recommande de garder le contrôle sur les éléments qui enrichissent positivement nos vies. Je conseillerais de ne pas diriger son énergie vers des êtres non physiques, mais plutôt de se concentrer sur la connaissance interne de qui on est. Il faut être soi-même. Ça vous assure une sécurité et génère de la confiance directement en vous-même. Dans quelle mesure ces entités interdimensionnelles nous influenceraient-elles? Et y aurait-il Merci beaucoup. matière à s'inquiéter Franchement, on en avait besoin. de ces interactions? Leur capacité à nous influencer et à nous toucher est étroitement liée à notre croyance en leur capacité à le faire. Donc si notre capacité. nous croyons que ces êtres ont un effet sur nous, alors ils peuvent nous atteindre. Si nous Ah bah du coup il suffit. En fait, on est niqué. Fallait pas croire aux êtres interdimensionnels pour pas qu'ils aient d'impact sur toi. n'y croyons pas, ils ne le font pas. Donc c'est notre réflexion et notre système de croyance qui devient en fait notre propre réalité quand nous visualisons. Plus que toute autre chose, oui. Donc il faut mieux croire en rien. Ça nous protège. C'est comme les gens qui ont besoin d'exorcisme, c'est que des gens qui croient en Dieu. Donc il faut pas croire en Dieu pour pas que Satan nous touche. L'expérience témoigne du fait que la majorité de ces êtres sont bienveillants. La plupart d'entre eux essaient juste de nous aider et de coopérer. Seuls 5% d'entre eux cherchent à causer des problèmes. 5%. En plus, on a des stats. Bah, ils ont fait des petits instituts de sondage des êtres interdimensionnels. Ipsos, l'INSEE. Si la majorité des êtres c'est facile maintenant. Au téléphone, on peut tout faire. interdimensionnels essaient de nous guider de façon positive, quel est le message qu'ils tentent de nous faire passer? Ces êtres connaissent beaucoup de choses. Ils ont un large accès à l'information qu'ils veulent partager. Et ils nous encouragent à... Ils ont Wikipédia. Nous, on a Wikipédia. Comment accéder à ces informations, nous aussi. Donc oui, des connaissances, des informations, des vérités. Il semblerait que l'influence des êtres interdimensionnels sur l'humanité soit dictée par nos propres perceptions et notre propre conscience. Si nous voulons entrer en résonance avec les conseils de ces êtres qui souhaitent nous aider, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes détournés de notre chemin par des entités négatives. La K-pop? En cultivant une approche raisonnée de l'exploration et du contact approfondi avec les êtres interdimensionnels, nous pourrions peut-être connaître les secrets de notre propre univers et au-delà. Waouh. Waouh. Juste. Waouh. Non mais ça. Bon. Vous avez vu que je me suis pas énervé depuis le début du stream. J'arrive à rester... voilà. Le Z en moi arrive à s'apaiser. Mais ça, c'était vraiment une énorme connerie de débile quand même. Pardon. Non mais enfin, c'est chaud quand même, non. Des êtres interdimensionnels. En plus, le fait qu'ils font croire que c'est une science, ça me rend fou. En fait, assume le fait que ta croyance est une croyance et que la foi c'est quelque chose de beau, moi je crois. Franchement, c'est un truc qui me rend triste, c'est que j'ai pas la foi en grand chose, quoi. Même la science, hein. Juste, j'avoue que la démarche scientifique fait que je suis plus vite convaincu. Mais j'ai pas la foi en... Bon, c'est la dernière vidéo d'aujourd'hui. 5 signes que vous êtes en fin de réincarnation. Parce que là, je vois bien là. On est là, on a vu beaucoup de trucs qui sont... Mais vous, votre question, c'est est-ce que je vais être enfin de libérer de l'affront qu'est la vie? Est-ce que je vais enfin arrêter de
d'exister, quoi. J'ai hâte. Numérologie et spiritualité. En comics en MS. Super. 5 signes que vous êtes en fin de réincarnation. Oh, c'est super la voix IA. La réincarnation est une croyance commune Waouh, elle est rose. dans de nombreuses religions et traditions spirituelles. Elle suppose que l'âme quitte le corps après la mort et renaît dans un nouveau corps pour continuer son voyage spirituel. Ok. Mais comment savoir si vous êtes en fin de réincarnation? Voici Je sais pas. 5 signes qui peuvent vous aider à le découvrir. Ok. 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 1. Une Une sensation de paix intérieure. sensation de paix intérieure. Une sensation de paix intérieure. Ouais, moi je connais bien sensation de paix intérieure. La paix intérieure est un état d'esprit dans lequel on se sent en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Une personne en fin de réincarnation peut ressentir une grande paix intérieure, car elle a déjà expérimenté plusieurs vies et est prête à passer à autre chose. Mais tu peux avoir une paix intérieure pendant un temps et pas l'avoir pendant un autre temps, non? Souvent C'est obligé que ce soit un truc constant? associée à la spiritualité et à la méditation, la paix intérieure s'acquiert par différents moyens tels que le sport, la musique, la lecture ou encore le voyage. Ah, j'ai eu la musique. Oh, j'ai le même clavier. On a tous le même clavier. Si vous êtes en fin de réincarnation, vous avez appris les leçons nécessaires dans cette vie. Mais pas Ok, on a appris les leçons nécessaires. Ok. Ça veut dire qu'on a encore des trucs à faire. Ah là 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 là. vous êtes également sur la bonne Relou, voie relou. et êtes en train d'atteindre votre plein potentiel spirituel pour franchir l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? Une diminution de l'intérêt pour les choses matérielles. Moi, j'ai une grosse voiture. Dans notre société matérialiste, il est facile Je suis heureuse et de épanouie. devenir obsédé par les possessions matérielles et de considérer la richesse comme le symbole ultime de réussite. Un désintérêt Elle fait super bien de la ventriloquie, elle aussi. pour les choses matérielles de la vie prouve que vous êtes en fin de réincarnation. Vous êtes moins attaché à la richesse, au pouvoir et au statut. Vous commencez à vous concentrer sur des Alors déjà, j'adore les statues. aspects plus spirituels de la vie. À noter qu'une personne en fin de réincarnation s'oriente vers l'essentiel en pratiquant la méditation, le yoga ou la prière. Elle réalise que les biens matériels ne sont pas la source de la Moi, je goûne. vraie satisfaction et que le Chacun sa méditation. bonheur vient plutôt des relations significatives et de la contribution à la communauté. 3. Après, moi, je suis le premier à souvent parler de la communauté, mais je suis pas sûr que c'est Ah, je sais pas. Des rêves spirituels Du coup, si tu travailles dans l'associatif, c'est bon, tu t'arrêtes de te réincarner? intenses. Des rêves spirituels Les intenses. rêves sont souvent considérés comme un portail vers notre subconscient et peuvent être un moyen pour notre âme de communiquer avec nous. Si vous avez des rêves spirituels intenses, Mais notre âme, c'est nous. Ça n'a aucun sens que notre âme ait communiqué avec nous. C'est pas deux entités. Il n'y a pas nous et notre âme. Nous, on est constitué de notre âme. Tu vois, c'est comme dire, le cerveau, il veut communiquer avec nous. Mais non. Enfin, cela peut être un signe que il communique. Mais pas avec nous, parce que nous, on est le... vous êtes Enfin, en fin de réincarnation. Souvent remplis de symboles et d'images, vos rêves représentent les leçons que vous avez acquises par le passé et peuvent vous aider à comprendre votre prochain objectif. j'ai cru que c'était vraiment une tub, quoi. L'ombre d'une tub sur elle et qu'elle fait non. Les rêves ont également la capacité de vous fournir un aperçu de votre destination finale après cette vie. Si vous êtes Ouais. Oh, moi, j'ai déjà rêvé que j'étais le gros oiseau dans Angry Birds, le rouge. en fin de réincarnation, C'est ma prochaine vie, je pense. vos rêves deviennent plus vifs, plus clairs et plus significatifs, car votre âme se prépare à passer à un niveau plus élevé de conscience. 4. Une forte intuition. L'intuition Moi, je sens que cette vidéo, c'est un peu de la merde. est une capacité qui nous permet de comprendre quelque chose sans avoir besoin de preuves ou de raisonnement logique. Non, c'est pas ça, l'intuition. L'intuition, c'est pas un truc où tu devines. C'est un truc où tu as l'impression de, non? J'ai l'impression que... Enfin, t'as pas besoin que ton intuition, elle soit vraie pour avoir une intuition. Forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Sentiment... Ah ouais, c'est ça. C'est soit une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, comprendre par intuition, ou alors sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut pas vérifier ou de ce qui n'existe pas encore.
Ok, du coup, en fait, c'est faisable dans les deux trucs. Une forte intuition peut être la preuve d'une fin de réincarnation. En tant qu'âme évoluée, Mais pourquoi il y a que des gens, que des madames en mode... Moi, c'est Sylvie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jéhovah. Est-ce que vous avez 5 minutes pour prier Jéhovah? Allez, Sandrine, vous avez parcouru balance. de nombreuses vies et avez acquis une connaissance intuitive profonde. Moi, je tiens mon verre d'eau. Avec une vraie sensibilité, une vraie force. Votre intuition peut vous guider vers la bonne Je me tiens le menton parfois, avec un stylo. direction et vous aider Et à un prendre petit des chemisier. décisions éclairées. En étant en fin de... Je me touche le nez avec ce stylo et... et je suis complètement en caisse. Les gars, il faut que je vous parle des êtres tridimensionnels. Je vous jure, si, sans mon doigt, il sent l'alien. Je te promets, Roger. réincarnation, vous êtes plus en phase avec votre moi intérieur. Pardon, mais c'est trop des trucs de stock, quoi. Regardez la fenêtre, c'est mon activité. Environ une quinzaine d'heures par jour, je regarde la fenêtre et je pense à Sandrine. Et j'ai pas du tout aimé quand elle m'a fait sentir son doigt. Ce qui vous permet d'accéder plus facilement à votre intuition. J'adore les vidéos stock comme ça. 5. Une impression d'avoir accompli ce que vous deviez faire. Eh, ce matin, j'ai réussi à enregistrer un son pour mon album, je suis trop content. Donc c'est bon, j'ai presque tout. Hein. Je suis en paix, je crois, en ce moment, ça va. J'ai juste conscience que la paix, ça dure pas longtemps. Mais des moments de paix, faut être Lorsque heureux. nous avons le sentiment d'avoir accompli tout ce que nous devions faire dans cette vie, Ah bah non, tout. Non mais ah ouais. Non mais ça, j'ai accepté que c'est mort, non? Tu pourras jamais... T'es obligé de faire des choix. Genre moi, je vois vachement la vie en termes d'arcs. Il y a des arcs, j'ai accepté que, vas-y, je pourrais pas, soit par manque de moyens, soit par manque de ce que ça implique, tu vois. Je pourrais partir autour du monde sans être Jeff Bezos. Je pourrais. Je pourrais cravacher, mettre de côté, ensuite commencer à voyager. Bon, flemme en fait. Je pourrais être père de 2 enfants. Putain, dire ça m'a terrifié. Pareil, c'est hypothétique. cela prouve que C'est les multivers. nous avons atteint un niveau d'évolution spirituelle avancé. Le fait d'être en fin de réincarnation est marqué par cette Elle a des très beaux yeux, dis donc, mais ça n'a toujours rien à voir avec son sensation regard. d'accomplissement. Le soleil. On m'a toujours dit de pas regarder dans les yeux, mais j'en ai rien à foutre. Personne peut me dicter des règles, moi. Je suis un électron libre. En tant qu'âme évoluée, vous êtes conscient de votre mission de vie et avez travaillé dur pour atteindre vos objectifs et réaliser votre potentiel. Mais est-ce que ce serait pas mieux de réussir nos trucs en travaillant pas dur? Je sais pas. Dans cette même perspective, vous exprimez le sentiment d'avoir terminé certaines leçons karmiques. Mais également, vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre voyage spirituel, étant en fin de réincarnation. Vous pouvez alors mieux comprendre votre but dans la vie et ressentir une grande satisfaction à l'accomplissement de vos objectifs. Mais du coup, une fois du coup, autant te buter, non? En mode, bah voilà, j'ai atteint l'étape la plus relou, vivre. C'est fini. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Elle nous a super plu. Top 2 des meilleures vidéos que j'ai vues. C'est-à-dire qu'il y a Kaizen et il y a ça. C'était super. Je suis content du coup d'avoir fait la thématique. J'avais peur que ce soit chiant. Et en fait c'est super. On se fera ça. Faut qu'on se fasse un arc croyance. Mais qu'on fasse tout, quoi. Genre, qu'on fasse un truc sur la chrétienté, sur l'islam, sur le judaïsme, et toutes les pratiques New Age qu'on a autour de ça. Mais il y a trop de micro-thématiques trop intéressantes. Et en fait, il y a une quantité de vidéos infinie. Parce que moi, je regarde tellement de youtubeurs ou de trucs comme ça, qui regardent des vidéos comme ça. Genre, soit des analyses un peu prom dug, soit juste du tiens, on rigole. Mais en fait, c'est infini. Il y a du contenu infini. Donc clairement, on va faire ça, quoi. Demain... Ah, vendredi, c'est vendredi gaming. Ça va être super. Demain, qu'est-ce qu'on peut se faire demain?
Qu'est-ce qu'on se fait demain? Demain... Je sais pas. On verra bien. Peut-être un peu de musique demain. Peut-être un peu de musique demain. Franchement, ça peut être sympa. On va faire un petit son... On pourra faire ça. On pourra faire ça. On pourra faire ça. Oh là là, et je ressemble de plus en plus à Akinator à force de faire ça. C'est une petite couille. C'est terrible. C'est terrible. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était fort sympa. J'ai bien kiffé pour ce live du matin. Ça n'arrive jamais. Demain, ce sera sûrement début d'après-midi. Croyez pas, je vais faire le matin comme ça tout le temps là. Vous êtes des malades. Mais c'était l'occasion. C'était l'occasion. Il y a un monde dans lequel je stream cet après-midi aussi. Mais bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Franchement, même sûrement pas, en fait. Plus j'y pense. Je vais aller me faire à manger. Je vais aller... Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu en fait. J'ai rien prévu d'autre. Merci en tout cas d'avoir regardé. Merci à ceux en rediff qui regarderont. Merci à ceux sur YouTube qui regardent. Il y a de plus en plus de gens qui vont sur la chaîne YouTube de rediff. Merci, c'est sympa. Puis nous voilà, on se retrouve demain dans la journée. Passez une bonne journée. Passez une bonne après-midi. Et puis voilà. Moi je vous laisse. Je repars me buter à Tomodachi. J'ai dépassé les 90 heures. C'est une catastrophe. Je vous fais des gros bisous.